Bonjour à tous et à toutes. Euh, je m'appelle Nicolas Prinetti. Je vous parle au nom de Hachette et de la Scuola, qui sont les éditeurs qui organisent le webinaire d'aujourd'hui. Nous avons en connexion avec nous depuis Valence, en Espagne, Fabienne Gallon, qui est une des auteurs de plusieurs méthodes publiées par Hachette pour l'Italie. Et je vais lui donner la parole dans 1 minute ou deux, juste le temps de faire entrer dans la salle tous les enseignants, tous les participants qui attendent et qui sont en train d'arriver. Je vous prie de, euh, de bien vouloir patienter juste 1 minute ou deux. On va attendre 1 minute encore et puis je vais donner la parole à Fabienne, qui cependant peut nous dire bonjour aussi. Mais Bonjour, oui, bonjour à toutes et à tous. On va voilà. attendre encore un tout petit peu que tout le monde puisse se connecter et on va commencer parce qu'on a beaucoup de travail devant nous. Juste une petite minute de patience. Merci. Voilà, je donne la bienvenue aux enseignants qui sont en train d'arriver et de rentrer dans la salle. Bienvenue au nom de Hachette et de Editrice La Scuola qui organise le webinaire d'aujourd'hui avec Fabienne Gallon. Juste une petite minute encore. Voilà. Et nous allons commencer. Bon, bien. Fabienne, si tu es d'accord, on va pouvoir commencer. Tout à fait. Alors, je dis à nouveau bonjour à tous les enseignants qui sont avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'être ici. Nous avons avec nous Fabienne Gallon, qui est enseignante de FLE et qui est aussi bien auteure de nombreuses méthodes de français pour l'Italie spécifique, dont dernièrement Formidable pour le collège, pour la Scuola Media, et avant cela Rue du collège, par exemple, qui est un titre qui a eu aussi beaucoup de succès en Italie.
Et donc, aujourd'hui, Fabienne Gallon nous parlera de comment aider nos élèves à devenir plus performants. Mais le vrai titre qu'elle avait proposé, c'était la neuroplasticité du cerveau expliquée à nos élèves. Mais connaissant Fabienne, je sais qu'elle sourit. C'était un titre surtout euh, provocateur parce que c'est vrai qu'on on veut utiliser tout ce qu'on sait à propos de la neuroplasticité, mais c'est bien pour faire cours en classe avec des élèves de collège. On n'est pas en train de faire des cours universitaires. C'est bien pour nous aider dans la pratique d'enseignement de tous les jours. J'ai présenté Fabienne, je me présente aussi. Je m'appelle Nicolas Prinetti. Je travaille pour Hachette et pour la Scuola. Et mon travail, c'est de faire en sorte que les livres, les manuels scolaires publiés par Hachette, qui est un éditeur français, que les livres scolaires soient bien adaptés à nos publics d'enseignants et d'élèves italiens, et donc que ça corresponde le plus possible aux exigences de l'Italie. Car nous publions bien sûr des livres de français pour l'international, pour le monde entier, mais nous publions spécifiquement des manuels pour l'Italie, écrits exprès pour les élèves et les enseignants italiens, et dont Fabienne est une des auteurs principales. Fabienne, à toi la parole. Merci. Moi, je tiens d'abord à saluer Céline Imbert, qui est ma co-auteure sur ce projet de Formidable, ainsi que Violet qui doit nous écouter et Diane Guerrier aussi qui doit être derrière son écran. Donc, nous allons commencer. Donc, comme vous le disiez, Nicolas, comment aider nos élèves à devenir plus performants? C'est en fait le but que nous avons, le but principal que nous avons, nous, comme enseignants de français. Donc, on va commencer par vous faire intervenir. Je vais vous montrer une diapositive. Excuse-moi Fabienne, j'ai oublié dans ma présentation alors de vous dire que nous aurons des moments d'interaction avec le public. Fabienne va vous donner les liens pour participer, pour intervenir directement. Ça rendra le tout beaucoup plus actif et personnel aussi. Ensuite, deuxième information utile, demain, vous recevrez un email avec l'attestation de participation au webinaire. Successivement, on vous enverra aussi un email avec un PDF des diapos qu'on vous montrera aujourd'hui. Et à la fin du webinaire, il y aura aussi une petite présentation de la méthode dont les exemples sont tirés et un espace questions-réponses avec Fabienne. Voilà, j'espère ne plus devoir t'interrompre. C'est à toi. Aucun problème. Donc, comme je vous le disais, on va vous faire intervenir. Pas autant qu'on aurait voulu, parce que sinon, ça rallonge trop l'intervention. Mais on va essayer d'agrémenter ça de petites touches d'interaction. Donc, je vais vous montrer une première diapo que je vais laisser seulement quelques secondes à l'écran. Donc, soyez très attentifs, attentives. Ouvrez bien tous vos sens pour regarder cette diapo. Après, elle va disparaître. Et après, je vais vous poser des questions donc sur cette diapositive que vous allez voir. Donc, la diapo, pourquoi ça ne marche pas? Ça marche. La voici. Donc, je vous laisse quelques secondes pour l'observer. Je pense que c'est bon. Nous allons la faire disparaître. Et donc, avec votre smartphone, vous pouvez, avec la caméra, focaliser sur le QR code ou soit, si vous utilisez déjà votre smartphone pour regarder l'atelier, vous pouvez ouvrir une autre page, www.menti.com. La page va s'ouvrir et donc vous devez écrire le code 548528 et là, vous pouvez intervenir. Donc, vous allez avoir une page qui va s'ouvrir où on vous demande de décrire les mots que vous avez vus sur la diapo précédente. Donc, là, je crois que c'est Nicolas qui va prendre la relève et qui va nous montrer sur l'écran cette page de Menti où vous allez pouvoir écrire et les mots que vous allez écrire vont apparaître à l'écran.
Est-ce qu'on m'entend, Nicolas, si je parle? Oui? Oui, on t'entend bien. Donc, je vais lire les mots qui apparaissent. Donc, ceux qui sont écrits en très gros sont les mots que vous avez écrits plusieurs fois par le plus de personnes. Donc, on a par exemple plasticité, bienveillance, performance, information, mémoire, motivation, coopération, performant, concentration. C'est bienveillance hein, qui prend le plus qui a été écrit le plus souvent. Coopération, illustration, stratégie, formation, cerveau. Très bien. Donc, nous allons revenir à ma diapo. Merci d'avoir écrit les mots. Donc, voilà. Fabienne, je vais juste te demander, Fabienne, excuse-moi, je vais juste te demander de rallumer ta caméra. Pardon. Voilà. Merci. C'est moi qui l'ai éteinte par erreur. D'accord. Donc voilà, c'est bien ça. Les mots étaient information, mémoire, concentration, émotion, motivation, stratégie d'apprentissage, performance, collaboration, plasticité et bienveillance. Et quelqu'un a écrit le mot formidable parce qu'en effet, si vous regardez les lettres qui sont écrites en rouge, il y avait le mot formidable qui apparaissait. C'est intéressant de voir que le mot qui a été écrit le plus souvent, c'était bienveillance. En fait, c'était le dernier. Mais moi, si j'avais à retenir un mot de tout cet atelier, ça serait justement le mot bienveillance. Comme illustration, on avait un animal marin ici. Vous avez reconnu que c'est un hippocampe. Alors, certains parmi vous peuvent se demander pourquoi un hippocampe. D'autres ont compris la relation avec une partie du cerveau qui s'appelle l'hippocampe. On avait comme illustration aussi de la pâte à modeler qui symbolise la plasticité, la modulabilité du cerveau, d'accord? Ici, nous avions des petits bonhommes qui sont en train d'effectuer une tâche collaborative, d'agencer des pièces de puzzle. Donc là, c'était pour le mot collaboration. Et ici, on avait une photo d'un microscope électronique de neurones. Vous avez dû reconnaître qu'il s'agissait de neurones. Donc, si on passe à la diapo suivante, est-ce que ça va marcher? Oui. On va faire une petite parenthèse d'abord pour voir comment fonctionne notre cerveau et celui de nos élèves, bien sûr. Donc, l'atelier a 3 parties. La première partie, c'est on va voir comment fonctionne notre cerveau avec quelques notions basiques sur le cerveau. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un cours, comme disait Nicolas, universitaire de biologie. Ce sont seulement quelques notions de base. On va parler des compétences émotionnelles aussi, avec comme exemple des fiches stratégies extraites de Formidable. On va s'attarder plus précisément sur l'attention et la concentration. Ça sera pour la première partie. Dans la deuxième partie, les deux premières parties sont plus longues et la troisième est beaucoup plus courte. Dans la deuxième partie, on parlera de mémoire et de mémorisation, ce qui nous intéresse ici, justement pour que nos élèves soient le plus performants possible. Ça a été, avec Céline Imbert, une de nos grandes inquiétudes de comment aider les élèves à mémoriser, d'accord? Et ensuite, dans la troisième partie, nous verrons des activités extraites de Formidable. Donc, ici, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ici, vous avez, pour comprendre comment fonctionne notre cerveau, je suis obligée d'expliquer quelques petites notions de base, d'accord? Donc, ici, nous avons des dessins très schématiques de neurones, d'accord? Des neurones, ce sont des cellules nerveuses que l'on trouve dans le cerveau et dans la moelle épinière, mais aussi dans le cœur, d'accord? On a jusqu'à 40 000 neurones dans le cœur, et surtout dans ce qu'on appelle maintenant le deuxième cerveau, c'est-à-dire le cerveau entérique, qui suit tout le tube digestif. Nous avons donc 500 millions à peu près de neurones dans le tube digestif. Alors que dans le cerveau et la moelle épinière, comme vous l'avez écrit ici en bas, on en a de 86 à 100 milliards, donc beaucoup plus, d'accord? Donc, ces neurones sont constitués d'un corps cellulaire avec des petites branches qui s'appellent des dendrites, au milieu le noyau. Ensuite, un axone. Alors, quand des axones sont ensemble, c'est ce qui forme des nerfs. Alors, les axones peuvent être très longs dans le corps humain. Par exemple, le nerf sciatique peut mesurer jusqu'à 1 mètre de long. Donc, ici, c'est vraiment un dessin très schématisé. Et au bout de l'axone, sur l'autre partie, vous avez ce qu'on appelle l'arborisation terminale, avec à la fin ce qui s'appelle des boutons synaptiques. Alors, une synapse, ça vient du grec, syn qui veut dire ensemble, et
aptène qui veut dire joindre. Donc, les boutons synaptiques, ça veut dire joindre ensemble. Joindre ensemble d'autres neurones, d'accord? Donc ici, par exemple, sur le dessin de droite, vous avez un neurone gris, un neurone violet, un neurone orange. Vous voyez que le neurone gris a 3 synapses avec le neurone violet. Donc, j'insiste, c'est très schématisé. Donc, l'influx va passer par un neurone pour aller vers un autre. Au niveau de la synapse, cet influx peut être soit électrique ou soit chimique grâce à des neurotransmetteurs. J'imagine que vous connaissez le mot neurotransmetteur. Donc ici, comme c'est très schématisé, on a 3 synapses avec le neurone violet et 3 synapses avec le neurone orange. Mais en fait, un neurone peut avoir entre 1 et 100 000 synapses, donc en moyenne 10 000. Donc, pour conclure la phrase qui arrive au bas de la diapo, le cerveau humain est constitué de 86 à 100 milliards de neurones et de milliers de milliards de connexions neuronales. Donc, vous allez me dire pourquoi elle nous parle de tout ça? Eh bien, on va voir. Une petite parenthèse en ce qui concerne le cerveau entérique. Comme on va parler des compétences émotionnelles, les émotions sont très importantes dans l'apprentissage en général. Et par exemple, on sait que les fameuses hormones du bonheur ou les neurotransmetteurs du bonheur, tels que la sérotonine ou la dopamine, hein, vous connaissez ces termes, sont produites en très grande partie par le cerveau entérique, d'accord? Pas par le cerveau du haut, mais par exemple, la sérotonine est produite à 95% par le cerveau entérique et la dopamine à 50%. Donc, c'est lui qui prend en charge tout ce qui est le bonheur en général. Nous passons à la diapo suivante. Donc, notre but, c'est d'essayer d'expliquer aux élèves qui pensent que, souvent les élèves qui sont en situation d'échec, qui pensent qu'ils ne vont pas réussir, qu'ils n'ont pas les moyens, les capacités, c'est de leur démontrer de manière simple qu'en fait, oui, ils ont ces capacités et que leur cerveau, qui gère quand même toutes ces capacités, est préparé pour évoluer, d'accord? Donc, un échec, ce n'est pas une chose définitive, mais tout peut évoluer. Donc, comment expliquer ça à nos élèves? D'abord, on va leur expliquer par la théorie. Alors, moi, j'ai rajouté simpliste parce que ça ne se passe pas tout à fait comme ça, mais ça permet d'expliquer comment ça marche. La théorie du cerveau triunique. Alors, apparemment, on aurait 3 cerveaux distincts qui seraient apparus comme des couches géologiques, d'accord, au cours de l'évolution de l'espèce humaine. Donc, d'abord, on aurait le cerveau reptilien, que vous pouvez trouver aussi si vous lisez des textes sur les neurosciences, par exemple. Vous pouvez le voir appelé cerveau archaïque ou cerveau primitif. Alors, ce cerveau reptilien, il est constitué par le tronc cérébral que vous voyez ici en rouge et le cervelet qui se trouve derrière, qui est cette petite masse grise qui est ici. Alors, que se passe-t-il au niveau du cerveau reptilien? Ben, c'est lui qui assure la satisfaction des besoins primaires, tels que avoir besoin de boire, de manger, de dormir, de se reproduire. Donc, c'est là où ça se situe, d'accord? Et c'est là aussi où siègent les souvenirs acquis par répétition, la mémoire procédurale, c'est-à-dire tout ce qui est geste, qui est acquis, par exemple, conduire ou faire du vélo. Ça va se situer dans cette partie du cerveau. Toutes les réponses conditionnées, le fait de saliver quand on voit un bon repas, par exemple, ou les réflexes innés, les automatismes, le fait de retirer sa main lorsqu'on va se brûler, lorsqu'on l'approche d'une flamme, tout ça, ça se passe ici. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est premier cerveau dans l'évolution cerveau reptilien, besoins primaires et réflexes innés, automatisme, mémoire procédurale. Le deuxième cerveau, c'est le cerveau limbique. Alors limbique, ça vient du mot limbe. Un limbe, ça veut dire un bord, une frontière. Donc en fait, c'est le cerveau qui est ici en rose sur le schéma, sur le dessin, et c'est celui qui se trouve à la frontière des 2 autres cerveaux, le cerveau reptilien et le cerveau limbique ou mammalien. Donc avant, on était au niveau des reptiles, maintenant on est au niveau des mammifères, d'accord, dans l'évolution. Ou le cerveau émotionnel. Vous pouvez le voir appelé de ces 2 manières-là. Pourquoi le cerveau émotionnel? Parce que c'est là où siègent les émotions. Émotions très importantes dans l'apprentissage, telles que la colère, la peur, la joie, la tristesse, le dégoût, etc. Donc, qu'est-ce qui produit ces émotions? C'est une petite partie de notre cerveau qui est l'amygdale. C'est la petite boule ronde que vous voyez ici sur le dessin, d'accord? Et c'est là aussi où se forme la mémoire à long terme. C'est le fameux hippocampe qu'on a vu sur la première diapositive. Et l'hippocampe,
cette partie-là, un peu allongée du cerveau. D'accord? Donc ça, c'est le cerveau limbique. Mot à retenir, émotion et mémoire à long terme. Notre troisième cerveau, c'est le néocortex. Donc le néocortex, c'est celui qui est en orange ici sur le schéma. Et c'est là où siègent les perceptions, telles que les sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, la représentation spatiale, la pensée, l'abstraction et surtout, nous, ce qui nous intéresse comme enseignants de français langue étrangère, le langage, le raisonnement et la mémoire. D'accord? Souvent, quand on pense au cerveau, on pense seulement à néocortex. Mais le cerveau est constitué aussi, maintenant vous le savez, des deux autres cerveaux qu'on a vus juste avant. Donc, ce qu'il faut retenir, pardon, je vais juste faire une petite parenthèse sur ce qu'il y avait avant. Le néocortex, il est formé par 4 lobes, vous les connaissez, hein. Imaginez que les yeux soient ici, enfin, sont ici. Vous avez le lobe préfrontal, le lobe pariétal, le lobe occipital et le lobe temporal. D'accord? Mais ça, on ne va pas rentrer dans les détails, ça ne nous intéresse pas. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est néocortex, langage, raisonnement, mémoire. Donc, pour résumer, cerveau reptilien, besoin primaire, mémoire procédurale. Cerveau limbique, émotion, mémoire à long terme. Néocortex, perception, sens, langage, raisonnement, mémoire. Donc, pourquoi on a vu tout ça? Eh bien, parce que ces 3 cerveaux, en fait, ils sont interconnectés. C'est-à-dire que lorsque l'un d'eux est sollicité, les 2 autres cerveaux vont se bloquer ou se débrancher. Donc, par exemple, si on est fatigué ou on a faim, on a soif, on a sommeil, comme la personne qui est ici, que va-t-il se passer? C'est notre cerveau reptilien qui va être sollicité. D'accord? Donc, on va avoir des problèmes pour se rappeler des faits, des événements, pour mémoriser, car il va y avoir un antagonisme entre sommeil, cerveau reptilien, et mémoire, qui se trouve, on l'a vu, dans le cerveau limbique et dans le néocortex. D'accord? Donc, le néocortex et le cerveau limbique vont se déconnecter. C'est pour ça que quand on a faim, soif, sommeil, on a des problèmes pour mémoriser. Et ça, c'est donc à expliquer à nos élèves. Si dans les classes, on entend souvent des phrases du genre « je ne parle pas en classe parce que j'ai peur de faire des erreurs » ou « quand je dois parler, je stresse ». Que se passe-t-il dans le cerveau de nos élèves? L'amygdale, qui est le siège de la peur, la petite boule qu'on a vue avant, elle est activée et elle sécrète des hormones du stress. Adrénaline, cortisol, noradrénaline, etc. Ici, c'est le cerveau limbique qui est sollicité. D'accord? C'est où se situe l'amygdale. Si on produit des hormones en trop grande quantité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler et gérer son stress, eh bien, le néocortex, c'est-à-dire la zone où s'élabore la pensée, le langage, le raisonnement, il va se bloquer, il va se débrancher. Donc, nos élèves qui vont se trouver dans cette situation de stress vont être bloqués, vont avoir un trou noir et donc ils seront moins performants au niveau du raisonnement, de la mémorisation, etc. Donc ça, c'est à expliquer à nos élèves. Et notre but à nous, c'est de les mettre en confiance. C'est pour ça que je vous disais que la bienveillance était un des termes principaux de cet atelier. Donc, il est important de mettre nos élèves en confiance, sinon le stress va bloquer leur cortex préfrontal et donc ils seront d'autant moins performants. Je ne sais pas si vous connaissez la théorie de l'impuissance apprise. Alors, c'est une théorie dont on en parle beaucoup dans les neurosciences et jusqu'à présent, elle n'était pas très divulguée, mais la semaine dernière, pure coïncidence, j'ai vu le film qui s'appelle Les Grands Esprits, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film français, et là, c'est très bien expliqué ce qu'est l'impuissance apprise. Alors, l'impuissance apprise, en fait, c'est le fait que les élèves pensent qu'ils ne vont pas être capables à la suite d'échecs répétés, d'accord? Ils se trouvent dans une position de total manque de confiance. Et donc, je vais vous expliquer l'expérience qui a été faite pour mettre en évidence cette théorie de l'impuissance apprise ou comment faire perdre la confiance en soi à nos élèves. C'est une psychologue qui s'appelle Caris Nixon qui a fait cette expérience avec ses élèves universitaires, d'accord? Donc, elle a pris sa classe et elle leur a dit, voilà, vous allez résoudre 3 anagrammes. Je vais vous distribuer une liste avec 3 anagrammes. Les anagrammes, vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Ce sont des mots dont on change les lettres et on peut obtenir d'autres mots différents. Donc, dès que vous avez résolu une anagramme, vous posez votre stylo et vous levez la main. Donc, elle distribue la fiche à ses élèves.
Et stop chrono, la première anagramme est lancée. Et les élèves lèvent la main. La moitié des élèves d'un groupe lèvent la main. L'autre groupe, personne ne lève la main. Elle dit, bon, d'accord. Allez, top chrono, deuxième anagramme. Que se passe-t-il? La même chose. Les élèves qui avaient levé la main lèvent aussi la main. L'autre groupe, personne ne lève la main. Troisième anagramme, top chrono. Et là, que se passe-t-il? Les élèves du premier groupe lèvent aussi tous la main. Et parmi ceux du deuxième groupe, certains, mais très peu, lèvent la main. En fait, que s'est-il passé? Carrie Dixon avait un peu triché avec ses élèves parce qu'elle ne leur avait pas dit que les anagrammes étaient différentes pour les deux groupes. Les deux premières anagrammes étaient totalement impossibles à réaliser pour le deuxième groupe. Donc, c'était totalement normal que personne ne puisse lever la main. Cependant, la troisième anagramme était la même pour toute la classe, pour tout le groupe. Ce qui aurait voulu dire que tout le monde aurait dû lever la main parce qu'elle était facile à réaliser. Pourquoi les élèves du deuxième groupe, la plupart n'ont pas levé la main? C'est parce qu'ils avaient assumé qu'ils étaient en situation d'échec et qu'ils étaient bêtes et qu'ils n'allaient pas pouvoir résoudre l'anagramme. D'accord? Donc ça, c'est la théorie de la puissance apprise. Vous pourrez voir la vidéo sur YouTube et je vous donnerai, quand je vous enverrai, ou quand Nicolas vous enverra le PDF, il y aura une cytographie sur la dernière diapositive avec toutes les références des documentaires et aussi des vidéos qui vont apparaître ici. Donc, pour conclure, nous, en tant qu'enseignants, nous devons tout d'abord promouvoir un enseignement bienveillant. Enseignement, mais aussi apprentissage. Parce que souvent, les élèves eux-mêmes, envers eux-mêmes, ne sont pas assez bienveillants et sont trop exigeants ou n'arrivent pas à reconnaître quand ils sont dans une situation d'impuissance apprise et comment en sortir. Donc, notre rôle à nous, enseignants, c'est de développer chez l'élève, bien sûr, ses connaissances, ses compétences cognitives. On est payé pour ça, d'ailleurs, n'est-ce pas? Mais aussi ses compétences émotionnelles. C'est-à-dire leur donner des habiletés, des outils pour devenir plus performants. Et aussi, on sait, grâce à tout ce qui se dit, les recherches que l'on fait en neuroéducation ou en psychologie cognitive, que les émotions influencent beaucoup l'apprentissage, d'accord? La mémorisation et l'encodage surtout. On va faire un petit test. Et là, vous avez sur le bandeau de votre plateforme, vous avez un endroit où vous pouvez lever la main. Donc, je vais vous poser deux questions et vous allez lever la main. Après, on va les baisser et vous relèverez la main avec la deuxième question. Ma première question est: que faisiez-vous le 5 juillet 2014? Est-ce que quelqu'un parmi vous se rappelle ce qu'il était en train de faire le 5 juillet 2014? Donc, on va voir si vous pouvez lever la main. Et moi, je crois que je ne vois pas les gens qui lèvent la main, donc c'est Nicolas qui devra me dire combien de personnes vont lever la main. Que faisiez-vous le 5 juillet 2014? Nicolas, je ne te vois pas et je ne t'entends pas. Me voici. Alors, voyons si nous avons des mains levées, quelques-unes. Ah oui, donc c'est des gens qui ont une mémoire. Alors après, on va voir une chose qui s'appelle l'élagage synaptique, d'accord? Je vous expliquerai après ce que c'est. Et le contraire de l'élagage synaptique, c'est l'hypermnésie, c'est-à-dire les gens qui ont une mémoire faramineuse ou les mémoires eidétiques, hein, c'est ce que dit toujours Sheldon Cooper dans Big Bang Theory. Moi, j'ai une mémoire eidétique, donc il y en a peut-être parmi vous qui ont des mémoires eidétiques, c'est possible. Combien de personnes ont levé la main, Nicolas? Alors, j'en ai vu deux, mais elles étaient peut-être relevées avant aussi, ça, je ne peux pas savoir. Ah, d'accord. Bon, Il y a deux mains levées, en fait. très peu de personnes. Maintenant, je vais poser ma deuxième question. Donc, on va baisser les mains. Tu me dis quand tu les as baissées. Oui. C'est bon? Donc, ma deuxième question est: que faisiez-vous le 11 septembre 2001 lorsque les tours jumelles se sont effondrées? Combien de personnes se rappellent ce qu'ils étaient en train de faire le 11 septembre 2001? Et tu me dis combien de mains se lèvent? À peu près, là, c'est peut-être presque la moitié des participants, même plus. Les mains se lèvent petit à petit. D'accord. Donc, on voit la différence entre une date, 5 juillet 2014. Moi, j'étais sûrement en train de souffler des bougies d'un gâteau parce que c'est le jour de mon anniversaire. Mais en 2014, je ne me souviens pas avec qui j'étais, ce que je faisais, où j'étais.
En revanche, le 11 septembre 2001, je me souviens tout à fait de ce que je faisais. J'étais chez moi, j'avais des menuisiers qui installaient la chambre de mes filles. Je me rappelle des conversations que j'ai eues avec eux, comment étaient les menuisiers, même si je ne les ai jamais revus. Pourquoi je me rappelle, ou pourquoi vous rappelez de ces choses-là? Parce que ce jour-là était très, très fort en émotion. Donc, il est clair qu'on a encodé, on a fait passer dans la mémoire à long terme des choses qu'on a vues, qu'on a entendues, qu'on a perçues, d'accord, à cause de cette émotion. Donc, on voit que les émotions sont très importantes dans la mémorisation. Là, bien sûr, ce n'est pas souhaitable parce que c'était une émotion très négative, d'accord? Mais si ce sont des émotions positives, on voit que c'est très important dans le processus de mémorisation. Donc, nous, ce qu'on fait dans Formidable, on propose à l'élève des fiches de stratégie pour développer leurs compétences émotionnelles. Alors, l'objectif premier de ces fiches de stratégie, même de toute notre, non seulement des fiches de stratégie, mais de notre rôle comme enseignant, comme éducateur, c'est tout d'abord que les élèves soient autonomes. D'accord? Ça, c'est notre premier objectif à atteindre. Mais aussi, c'est de réduire la dépendance qu'ils ont envers nous, enseignants. Donc, on leur donne des stratégies, on les fait, donc là, ce sont plutôt des stratégies socio-affectives, mais qui se recoupent aussi avec des stratégies métacognitives, d'accord? Donc, on leur apprend à comment coopérer, ou encore à trouver sa place dans la classe, ou encore à apprendre à mieux interagir, d'accord? Donc, on les fait réfléchir sur leurs attitudes, sur leur comportement, etc. Mais là, on ne va pas insister sur ces fiches de stratégie, je vous les montre juste comme ça de passage. En revanche, je voudrais insister sur celle-ci. Améliorer son attention et sa concentration. Mais tout d'abord, pardon, je vais faire une petite parenthèse sur ce qu'est l'attention et la concentration. J'ai un chat dans la gorge, excusez-moi. Donc, l'attention et la concentration sont très, très importantes dans le processus de mémorisation et donc dans la performance de nos élèves, parce que ce sont les piliers de l'apprentissage, car elles sont nécessaires pardon, à la perception. La première mémorisation, le type de mémorisation que l'on a, c'est la mémorisation visuelle, d'accord? Ça rentre par nos sens, par l'ouïe, l'odorat, le toucher. Donc, si on n'est pas attentif, on ne perçoit pas bien. Si on ne perçoit pas bien, on ne comprend pas bien. Et si on ne comprend pas bien, on ne mémorise pas bien, d'accord? Donc, l'attention et la concentration sont fondamentales. Elles influencent la façon dont les informations vont être traitées ensuite par le cerveau. Que fait l'attention? L'attention, elle filtre et elle sélectionne les informations. Elle sélectionne les informations pertinentes des informations non pertinentes. Cependant, donc elle rend invisibles les non pertinentes. Mais s'il y a une distraction, d'accord, il y a une perte d'informations pertinentes et non pertinentes. Mais celle qui nous intéresse, c'est les pertinentes qu'on a ratées, qu'on a perdues. Et la concentration, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle agit comme un isolant de tout ce qui peut nous distraire. Donc, on va voir comment on peut amener nos élèves à être attentifs et à leur effet, c'est-à-dire à être concentrés. Là aussi, vous allez avoir un code QR à cliquer sur avec votre smartphone parce que je vais vous montrer plus précisément des activités que l'on propose dans cette fameuse fiche « Améliorer son attention et sa concentration ». Donc, on pose une question à l'élève du genre « Es-tu attentif, attentive? Sais-tu rester concentré ?» Pour le savoir, faites ces activités. Donc, on lui propose 3 ou 4 activités où il va pouvoir juger de son attention et de sa capacité de concentration, d'accord? Donc, nous, la première qu'on va faire, je vais vous la montrer, mais ça va aussi disparaître de l'écran. J'espère que vous avez déjà cliqué avec votre smartphone sur le QR code. Et donc, la première activité, c'est la suivante. Observe le nuage de mots et entoure le seul participe passé qui se conjugue avec avoir. Donc, je vais vous le montrer et on va voir qui est la première personne qui va trouver quel est le participe passé, le seul participe passé qui se conjugue avec avoir. Tu me dis, Nicolas, quand quelqu'un a trouvé. Voilà, une seconde, je vais partager mon écran.
Alors, cette activité qui, pour nous, nous semble très facile, bien sûr, parce que nous sommes enseignants. Ça y est, vous pouvez écrire, si vous avez flashé le QR code, vous pouvez écrire à l'intérieur de sur vos portables ou sur ordinateur. Ça doit mettre quelques temps. Ah, voilà, ça y est. Nous avons des réponses. Alors, je crois que je vais reprendre en main la diapo parce que les gens n'ont pas vu le cloud, le nuage de mots qu'on proposait. Parmi les mots que l'on propose ici sur le nuage de mots dans l'activité, quel est le seul participe passé qui se conjugue avec avoir? Je crois. Je vais remettre. Voilà, tu reprends la main, Nicolas? OK. Alors, il n'y a pas de temps limite hein, pour les élèves pour réaliser l'activité. Voilà. On a vu, moi j'ai vu apparaître faire, faire, faire. En effet, c'est faire. Ça, c'est le participe passé fait. D'accord? Alors, passé, quelqu'un a mis passé, c'est pas passé parce que si vous regardez, je vais reprendre la main Nicolas. Bien sûr. Donc, ça ne pouvait pas être retourné parce que, vous voyez, il y avait un accord, d'accord? Donc, c'est clair que s'il y a un accord, c'est avec l'auxiliaire être. Tout ce qui était accordé, soit au pluriel ou au féminin, ne pouvait pas être avec avoir, était avec être. Alors, ce qu'on fait, nous, dans ces fiches stratégies de Formidable, on en profite pour réviser des contenus de l'unité. Donc là, c'est la stratégie 13, c'est la première unité du niveau 3. Ils ont revu le passé composé, mais ils ont vu ici des participes passés irréguliers et ils ont vu l'accord avec être. D'accord? Donc, ils savent que les participes qui ont un accord, ce sont des participes qui se conjuguent avec être. En fait, les élèves avec Formidable ne savent pas encore que retourner peut être avec être et avec avoir. Ça, vous pouvez leur expliquer si vous voulez. Mais ils savent que retourner, ça peut se conjuguer avec être. Donc ici, en fait, le seul qui pouvait se conjuguer avec avoir, c'était fait. Mais on va réfléchir un instant à ce qui se passe dans la tête des élèves qui font cette activité. C'est une activité un peu de longue haleine, donc qui demande une certaine concentration sur un temps assez long. Retourner, il dit « je suis retourné », c'est pas bon. Ressorti, ils sont ressortis, c'est pas bon. Venu, elles sont venues, c'est pas bon. Donc, jusqu'à ce qu'ils tombent sur faire, c'est là où seulement ils se rendent compte que c'est le seul participe passé qui se conjugue avec avoir. Donc, c'est une activité un peu coûteuse, d'accord, qui demande de la concentration. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi cette activité-là, qui demande quand même un effort pour rester concentré, d'accord? Ça, c'est la première activité qu'on leur donne. Donc, ça passe par le visuel, d'accord? Mais aussi, il y a tout un raisonnement qu'il faut qu'ils fassent dans leur tête pour trouver la solution. Donc, on peut faire ça aussi d'une manière un peu compétitive, si on veut. Hein. J'aime pas trop le mot compétition, je préfère le mot émulation, c'est-à-dire pour les inciter à entrer en compétition saine avec leurs camarades et pour voir qui va être le premier groupe ou le premier élève à trouver la solution. Donc là, une activité qui dure un peu en longueur et qui permet de voir si on peut rester concentré pendant 5 minutes jusqu'à ce qu'on trouve la solution. La deuxième activité, on ne va pas la regarder en détail, c'est une énigme, d'accord? Les élèves doivent classer 4 personnes, Maxime, Annelise, Tom et Lila, de la plus jeune à la plus vieille. Et pour cela, ils doivent résoudre une énigme. Donc là aussi, ça demande un effort d'attention et de concentration pour pouvoir mettre dans l'ordre ces 4 personnes.
Et bien sûr, vous avez reconnu ici les comparatifs. C'est ce qu'on voit comme contenu dans l'unité. Donc, on profite de ces pages de stratégie pour réviser des contenus de l'unité. Une autre activité que l'on propose, là, on utilise le canal visuel et le canal auditif. On leur demande d'observer cette liste pendant 2 minutes. Donc, c'est une liste qui comporte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mots, d'accord? On demande de mémoriser cette liste de 9 mots. Alors, il y a une chose qui s'appelle l'empan, E-M-P-A-N, empan mnésique. L'empan mnésique, c'est en fait le nombre de mots dont une personne normale peut se rappeler quand elle les mémorise comme ça pendant 2 minutes pour la garder dans sa mémoire de travail. L'empan, c'est l'espace qu'il y a entre le pouce et l'index. D'accord? C'est ça, l'empan. Moi, j'habite en Espagne, on dit palma. Je ne sais pas comment on dit en italien. Et l'empan mnésique de mémoire, c'est-à-dire c'est 7 mots moins ou plus 2. Donc, une personne normale peut se rappeler en tout de 5 à 9 mots. Donc là, on propose 9 mots à nos élèves, d'accord? On leur dit de fermer leur livre et après, ils vont entendre une liste de mots où il y a 2 mots nouveaux qui sont inclus dans la liste et donc ils doivent les signaler ici. Donc là aussi, c'est une activité qui demande de la concentration et qui fait intervenir 2 canaux, visuels et auditifs. Et bien sûr, ici, on révise du vocabulaire qu'on a vu dans l'unité, puisque c'est l'unité sur les genres de films, de livres, etc. Une autre activité que l'on propose, c'est d'écouter. Là, c'est seulement le canal auditif qui est sollicité. Et tous les mots contiennent le son que, sauf un. Là aussi, on révise, on a vu en phonétique les graphies du son que. Donc, on révise aussi les contenus, mais ce n'est pas le but principal, la révision. Ici, c'est de voir comment on peut rester concentré, pendant combien de temps, etc. Ensuite, la deuxième activité qu'on propose aux élèves, c'est on leur donne des conseils, d'accord, des stratégies pour améliorer leur attention et leur concentration. Et ils doivent dire là où les méthodes qu'ils veulent essayer. Donc, comme proposition, on leur dit cherche des raisons qui te motivent à apprendre le français. Parce que là, on est en début de 3e année. Les élèves qui ont commencé en première année avaient sûrement des motivations, mais qui ont changé au cours des années. Hein. À la fin de la première année, au début de la deuxième, à la fin de la deuxième, ces motivations ont dû changer. Et ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas d'apprentissage sans motivation. Donc, c'est aux élèves de trouver leur motivation, mais c'est à nous aussi, on verra après comment motiver nos élèves. Donc, d'abord, les élèves doivent chercher des motivations, ce qui peut les intéresser pour apprendre le français. Se fixer des objectifs précis. Ça aussi, c'est une des compétences métacognitives que les élèves doivent avoir, c'est planifier et se chercher des objectifs précis. Souvent, nos élèves, pour se motiver, ils se fixent des objectifs, mais ils sont trop vagues, ils sont trop lointains. Il faut apprendre à nos élèves à se fixer des objectifs à court terme pour rester motivés, d'accord? Donc là, par exemple, on a 2 exemples d'objectifs dont l'un n'est pas valable. Limiter son stress. On a vu que les émotions, le stress bloquaient le cortex, le néocortex, parce que le cerveau limbique était sollicité, d'accord? Donc là, on propose une méthode de respiration. C'est la méthode 365, 3 fois par jour, 6 respirations par minute. Inspire par le nez, gonfle ton ventre, c'est-à-dire que c'est de la respiration abdominale, pas thoracique, abdominale. Expire par la bouche pendant 5 minutes, d'accord? On répète ça. Moi, personnellement, ça marche très bien cette méthode quand je suis un peu trop stressée. Donc, c'est aussi à l'expliquer à nos élèves. Utilise la méthode Pomodoro. Alors, ça s'appelle Pomodoro en italien parce que c'était un monsieur qui a découvert cette méthode dans les années 70 où à cette époque, on utilisait les minuteurs sous forme de tomates. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle la méthode Pomodoro. Avec un minuteur, travaille 25 minutes sur une seule tâche. Alors, une seule tâche, ça ne veut pas dire une activité, ça veut dire faire ses devoirs, par exemple. 35 minutes de pause, puis retravaille à nouveau, etc. Pour expliquer à nos élèves qu'au maximum, ils peuvent travailler 1h30. Plus, ce n'est pas efficace, d'accord? Et surtout, de faire des pauses entre les phases de la réalisation de la tâche. Et, à mon avis, l'activité qui me semble la plus intéressante, c'est celle-ci. En groupe, échangez vos stratégies pour améliorer votre attention et votre concentration. Donc là, ce qu'on fait, c'est que les élèves mettent en commun leurs stratégies personnelles et ça permet aux autres élèves d'adopter des stratégies dont ils n'auraient même pas eu l'idée, d'accord? Et de voir si ça marche chez eux, comment ils font, comment ils peuvent arriver à être plus concentrés ou à être attentifs.
Donc, le but, c'est de capter l'attention et de travailler la volonté de se concentrer de nos élèves. Pour capter l'attention, on doit, nous, d'abord, enseignants, leur proposer des tâches motivantes. Alors, motivantes et qu'ils comprennent, d'accord? On sait que sans motivation, il n'y a pas d'apprentissage. Et si les tâches qu'on leur propose n'ont pas de sens pour eux, s'ils ne savent pas pourquoi ils les font, ça ne va pas les motiver et on ne va pas capter leur attention. Et des tâches qui les impliquent. On va voir après ce que ça veut dire impliquer, agir, etc. Et pour travailler la volonté de se concentrer, on va leur faire prendre conscience des distracteurs, d'accord? Qu'est-ce qui les dérange dans leur phase de concentration? Qu'est-ce qui fait que leur concentration leur échappe, d'accord? Donc, on va voir comment identifier ces distracteurs pour qu'ils les inhibent et pour qu'ils redirigent leur attention vers la tâche qu'ils étaient en train de réaliser. Donc, quels sont ces distracteurs? Est-ce qu'ils sont liés à la tâche? Par exemple, nous enseignants, nous leur avons proposé une tâche qui était trop ennuyeuse, d'accord? Ou trop difficile, ils ne comprennent pas, ou trop facile aussi. Ça les ennuie que ce soit trop facile et qu'il n'y ait pas de défi. Est-ce qu'il y a un distracteur physique? Est-ce qu'ils ont faim? Est-ce qu'ils ont sommeil? Est-ce qu'ils ont mal quelque part? Est-ce qu'ils ne voient pas bien le tableau? Est-ce qu'ils n'entendent pas parce qu'ils ont une otite? Des distracteurs émotionnels. Peut-être sont-ils stressés, peut-être qu'ils ont des problèmes à la maison, des parents qui divorcent, un papa au chômage, des problèmes au collège, entre les camarades. Des distracteurs externes, du bruit, peut-être qu'il y a des travaux dans le bâtiment du collège et donc, hop, ils perdent la concentration. Peut-être qu'on a oublié d'allumer la lumière dans la salle de classe. Peut-être qu'ils ont le téléphone dans leur cartable et le WhatsApp est en train de, où ils savent qu'ils sont en train de recevoir des SMS. Et maintenant, je vous pose une question. Nicolas, tu vas me dire, on va lever la main. Est-ce que tu as baissé toutes les mains qui étaient levées avant? Nicolas? Oui, les mains sont baissées. Donc, la question est, est-ce que vous, pendant que je lisais cette diapositive, est-ce que vous avez été distraite par quelque chose? Est-ce que des mains se lèvent? Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, il y en a pas mal qui se lèvent. J'imagine que il y a eu un distracteur, mais j'espère que vous avez su rediriger votre attention et que ce distracteur a été seulement un millième de seconde, mais qui ne vous a pas perturbé, qui ne vous a pas fait perdre votre concentration. Quel était le distracteur? C'était volontaire, d'accord? C'est pas une fausse manœuvre, c'était volontaire. Il y a un gorille qui est apparu. Alors, pourquoi un gorille est apparu? Eh bien, vous aurez aussi sur YouTube le lien de cette vidéo que vous pouvez voir. C'est une vidéo d'un psychologue aussi qui s'appelle Daniel Simons. Et il a fait l'expérience suivante, vous pouvez la faire. Je vais vous faire un peu un spoiler parce que je veux vous raconter ce qui se passe à la fin. Alors, l'expérience était la suivante. Il a demandé à des gens, des spectateurs, de regarder sur une scène de théâtre. Il y avait donc des filles habillées de blanc et des filles habillées de noir. Il y avait deux ballons qui circulaient, d'accord? Elles se faisaient des passes. Donc, nous, en tant que spectateurs, nous devons compter les passes que se font les filles habillées de blanc, d'accord? Donc, il faut rester concentré. C'est un exercice que vous pouvez faire à vos élèves, d'accord? Pour voir jusqu'à quel degré de concentration ils peuvent arriver. Et donc, au milieu des passes, donc on est très concentré parce qu'on compte les passes entre les filles habillées de blanc. Il y a un monsieur habillé en gorille qui passe sur la scène. Donc, nous, bien sûr, on est adultes, enseignants, on sait omettre ce distracteur et continuer à compter les passes, d'accord? Donc, c'est une manière de savoir inhiber les distracteurs. Mais en revanche, moi, j'étais tellement concentrée qu'il y a un autre distracteur qui était censé me distraire que je n'ai même pas vu. C'est le rideau qu'il y a derrière la scène. Il change de couleur. Et ça, je l'ai su après en regardant les commentaires sur la vidéo. Moi, c'est complètement passé inaperçu pour moi. Donc, je peux dire que j'ai quand même une grande capacité de… Alors, en revanche, il y a des gens qui n'ont même pas vu le gorille. Là, je me demande, la capacité de concentration était telle que les gens étaient tellement concentrés sur le nombre de passes qu'ils n'ont pas vu le gorille. Ça me paraît un peu quand même fort de café, mais il y a des gens qui arrivent à se concentrer à ce niveau-là.
On va faire une petite parenthèse sur justement la concentration et est-ce qu'on peut réaliser plusieurs tâches en même temps. Est-ce qu'on peut envoyer un SMS en conduisant ou répondre à un SMS en marchant dans la rue ou en ce qui concerne nos élèves, est-ce qu'ils peuvent regarder la télé, leur série préférée en faisant leurs devoirs. Alors, est-ce qu'on peut faire 2 tâches en même temps? Oui et non. Oui, à condition que seulement un canal de ceux qui passent par les sens soit sollicité. Par exemple, vous pouvez parler à quelqu'un et regarder un paysage, d'accord? Mais par contre, vous ne pouvez pas écouter 2 conversations en même temps. Ce n'est pas possible parce que c'est le même canal auditif qui est utilisé. Alors, est-ce qu'on peut répondre à un SMS tout en marchant dans la rue? On l'a tous fait, d'accord? On peut le faire à une condition, c'est qu'on fasse switcher son cerveau. C'est-à-dire qu'on éteint, on allume, on éteint, on allume. On regarde le SMS, on regarde, on marche. On regarde le SMS, on regarde, on marche, d'accord? Mais que se passe-t-il quand une des tâches nous prend trop de temps? Bien, c'est l'accident de voiture à cause d'une personne qui est en train de répondre au WhatsApp, d'accord? Notre élève, lui, devant la télé, il pourra par exemple écouter de la musique. Si moi, par exemple, je ne sais pas travailler sans musique, parce que la musique, ça me sert, comme le casque qu'on a vu avant pour la concentration, ça me sert d'isolant total, d'accord? Si je n'ai pas de musique, il y a une mouche qui passe, hop, ça m'a fait perdre mon attention. Donc là, c'est le canal visuel auditif que j'utilise pour écouter la musique. Ça passe au second plan. Par contre, quand je travaille, je suis concentrée sur le canal avec le canal visuel. Notre élève, lui, s'il ne switch pas assez vite entre ce qu'il est en train de faire comme devoir et la télévision, ça ne va pas marcher, d'accord? Donc, est-ce qu'on peut faire plusieurs tâches en même temps? Oui, à condition que ce ne soit pas le même canal qui soit utilisé. Et bien sûr aussi, à condition que ça ne concerne pas de la mémorisation procédurale. Par exemple, faire du vélo, c'est procédural. Vous pouvez très bien faire du vélo et parler avec quelqu'un en même temps, d'accord? Mais faire les devoirs, c'est pas encore procédural. Donc, il faut donc savoir inhiber les distracteurs pour pouvoir faire 2 tâches en même temps. Donc, nous devons travailler avec nos élèves la volonté de se concentrer. Comment devons-nous faire? Que devons-nous faire, nous, enseignants? D'abord, bien calculer le rythme de nos séances. D'accord? Les explications des enseignants doivent s'alterner avec des réalisations d'activités, de tâches faites par les élèves. Alors, nous, en cours de français langue étrangère, ça ne nous arrive pas trop longtemps, trop souvent d'avoir à faire de longs speeches, d'accord? Mais imaginez le prof d'histoire, lui, il a peut-être plus à faire attention à bien alterner ses séances d'explication et ses séances d'activité des élèves. Donc, passivité et activité des élèves, il faut jouer avec ces 2 choses-là. C'est-à-dire que les élèves doivent souvent avoir à faire quelque chose, à agir, à interagir. Vous, par exemple, vous m'écoutez de l'autre côté de l'écran. Une des choses que vous pouvez faire, par exemple, pour rester concentré, c'est de prendre des notes. Hein, ça vous aide à suivre et à ne pas penser à autre chose pendant ce temps. Ou à anticiper sur ce que je vais dire. Ça aussi, c'est une autre technique pour garder son attention. L'activité physique. Faire des étirements avant de commencer une tâche, de la gymnastique faciale ou des exercices de relaxation. On sait, grâce aux neurosciences, que l'exercice physique, ça marche beaucoup pour la mémorisation. On a fait des expériences sur des rats et des souris. On a fait aussi la même expérience avec des humains, d'accord? On a pris un groupe de rats, on l'a divisé en 2. On a fait faire de l'exercice physique à la moitié du groupe. Et après, on a fait faire des activités de mémorisation à tout le groupe de rats. Et on s'est rendu compte que les rats qui avaient fait de l'exercice physique avaient de bien meilleurs résultats quant aux activités de mémorisation. Et on leur a fait des résonances magnétiques à ces rats et on s'est rendu compte que leur hippocampe avait créé de nouvelles connexions neuronales pendant qu'ils faisaient de l'exercice, d'accord? Et on a fait la même chose avec des élèves parce que souvent dans les expériences faites en neurosciences, on fait ça sur des animaux, mais après, ce n'est pas vérifié sur des humains. Là, cette expérience a été vérifiée avec des élèves. On a pris un élève, on l'a partagé en 2. On a fait faire de l'exercice physique, de la gymnastique le matin à un groupe. Après, on a fait une évaluation et la moitié de la classe qui avait fait de l'exercice physique a eu de bien meilleurs résultats. Il faut faire attention aussi avec tout ce qui est expérimentation en neurosciences parce qu'il y a beaucoup de neuromythes. Mais là, apparemment, il y a 2 laboratoires qui ont fait ces expériences-là. Jusqu'à preuve du contraire, ça marche. Donc, on en a fini pour notre première partie. On va passer à la deuxième sur la mémoire et la mémorisation.
Après, les deux autres sont beaucoup plus courtes, hein, ne vous inquiétez pas. La première chose dont on va parler, c'est qu'est-ce que la mémoire. Après, voir comment on va expliquer la plasticité du cerveau à nos élèves et les 3 étapes de la mémorisation. Donc, avant de commencer, je vais vous faire écouter une vidéo. Donc, je vais essayer de mettre mon son le plus fort possible. Et c'est parti. Alors, c'est un extrait d'une émission qui passait il y a des années à la télévision qui s'appelait C'est pas sorcier, où il y avait 2 personnes, l'une qui était dans un camion qui donnait les explications scientifiques, vous allez le voir après, et le premier qui est sur le... Et là, j'ai coupé trop tôt, mais ça sera beaucoup plus difficile, d'accord? Donc, en fait, ce qu'on explique ici, c'est que l'adulte, par économie, par un processus qui s'appelle l'élagage synaptique, je vais tenter la traduction en italien. L'élagage synaptique, ça doit être la potatura synaptica. C'est correct, Nicolas? Pas de réponse, j'imagine que oui. Donc, Non, je suis là, mais tu peux répéter s'il te plaît? la potatura synaptica. Potatura. Potatura. Élaguer, Ah oui, élaguer, oui, oui, c'est bien ça. C'est bien ça. c'est ce que fait le bûcheron quand il coupe les branches de l'arbre, d'accord? Voilà, oui, oui, c'est ça. Vous avez compris pourquoi au début, je vous ai expliqué comment fonctionnaient, comment étaient constitués les neurones. Donc, c'est ça, c'est les circuits par lesquels passe l'information, d'accord? Information dit savoir, mémoire, connaissance. Et donc, l'être humain, pour se spécialiser, jusqu'à l'âge de 6 ans, il fabrique beaucoup, beaucoup de connexions neuronales. Il arrive à un moment où il doit justement élaguer donc les choses qu'il n'utilise pas, ces routes qu'il n'utilise pas. Donc lui, il est très prudent parce qu'il dit on suppose que ces routes sont bloquées ou sont effacées. En fait, on ne sait pas trop ce qui se passe avec ces connexions neuronales qui ne sont pas utilisées. On pense qu'elles ne sont pas détruites, mais qu'elles peuvent être réutilisées par d'autres apprentissages. D'accord? C'est ce qui se passe en fait quand il y a des grands blessés qui ont par exemple des ablations du cerveau ou la zone du langage est affectée, on utilise d'autres parties du cerveau pour faire passer cette information-là, pour récupérer ces zones, ces aires du langage, etc. Donc, en fait, l'entourage quotidien, de notre entourage quotidien, va faire qu'on va perdre des routes parce qu'on ne les utilise pas. Donc, elles vont être fermées ou détruites. Comment on va faire avec nos... Donc, j'aimerais bien savoir. Pardon. Comment on va faire? Donc, pour résumer, on sait qu'aujourd'hui, apprendre, c'est créer des connexions entre les neurones. Chaque souvenir, chaque savoir, c'est des fameux itinéraires, parcours qu'on vous a montré sur la diapositive, vous passez les petites voitures là. Donc, ces parcours sont soit électriques ou chimiques, comme je vous l'ai expliqué au début. Et ces parcours unissent des milliers de neurones entre eux. On ne garde une information pour la faire passer en mémoire à long terme si et seulement si il y a une trace de cet itinéraire. C'est ce qu'on appelle la trace mnésique. C'est la traccia mnesica. Comment on fait pour conserver ces traces en mémoire? Eh bien, grâce aux actions répétées, aux révisions, etc. Ce qui va se faire renforcer et les connexions, les faire perdurer dans la mémoire. Alors, une petite parenthèse que je voudrais dire, moi, j'enseigne depuis 87, donc ça fait plus de 30 ans que je suis enseignante. Et au départ, j'étais complètement contre les répétitions, les révisions, etc. parce qu'on était en plein dans l'ère du communicatif. Et donc, comme avant, les méthodes précédentes, structure globale ou audiovisuelle, avaient tellement abusé de la répétition sans sens, que moi, j'étais complètement contre. Mais avec les neurosciences, on se rend compte que les répétitions sont vitales, d'accord? Donc maintenant, ce qu'on cherche à faire, nous, auteurs, c'est comment inviter les élèves à répéter, à réviser, à systématiser, de manière à ne pas les ennuyer, d'accord? C'est ça notre défi. Donc, on sait aussi que le cerveau trie l'inutile de l'utile et ne conserve que les connexions les plus fréquemment utilisées. C'est ce qu'on appelle l'élagage synaptique. Et qu'on peut obliger notre cerveau à se souvenir, c'est-à-dire à retenir volontairement des informations. Et ça, on peut le faire à chaque moment de notre vie. Donc, les élèves qui se trouvent en situation d'échec et qui disent « je n'arriverai jamais, je n'ai pas les capacités, je ne sais pas apprendre, je ne peux pas apprendre », mais il faut leur expliquer que ça, à tout moment de notre vie,
on peut reconstruire ces connexions neuronales, d'accord? Et donc acquérir de nouvelles capacités, grâce, bien sûr, à des stratégies. On va le voir par la suite. Et donc acquérir de nouvelles compétences. Une expérience qui a été menée sur des chauffeurs de taxi londoniens, c'est que les chauffeurs de taxi à Londres, ils doivent connaître environ 25 000 itinéraires différents pour pouvoir transporter des passagers dans leur taxi. Et donc, on a fait faire des résonances magnétiques à ces chauffeurs de taxi et on s'est rendu compte que le fameux hippocampe qui se trouve ici était beaucoup plus épais chez les chauffeurs de taxi que chez le commun des mortels. Donc, l'hippocampe, c'est le site de la mémoire spatiale. Donc, quand ils suivaient ces itinéraires, ils développaient à l'extrême leur hippocampe. Mais que quand ils prenaient leur retraite, leur hippocampe revenait à la taille normale, que nous avons tous, d'accord? Et il se passe aussi la même chose chez les violinistes, les pianistes ou les jongleurs. Leur cortex auditif ou sensomoteur est beaucoup plus développé que chez une personne normale, mais quand ils prennent la retraite, ça redevient la taille normale. Donc, on voit que l'utilisation de ces connexions neuronales fait évoluer en bien ou en mal notre cerveau, d'accord? Comment on va expliquer ça à nos élèves qui sont capables d'apprendre, ils sont toujours capables à n'importe quel moment de leur cursus scolaire, ils peuvent s'améliorer? Eh bien, on peut leur donner des exemples en images. On leur explique que le cerveau, c'est comme une colline, d'accord? Donc, cette colline, quand personne n'est passé, il y a des broussailles, c'est très difficile de pénétrer sur la colline, mais qu'à force de passer, donc on va créer des sentiers, d'accord? C'est ces fameuses connexions neuronales de notre cerveau. Et une fois qu'on sera passé plusieurs fois, eh bien, il sera plus facile d'accéder en haut de la montagne. Mais ces sentiers, il faut les entretenir grâce aux répétitions, etc. Ou on peut leur donner aussi comme exemple, vous décidez de faire des crêpes, d'accord? Donc, vous ne connaissez pas la recette des crêpes, vous êtes obligé de regarder dans votre livre combien il faut d'œufs, de lait, les proportions, etc., l'ordre des ingrédients. Mais la semaine suivante, vous décidez de faire des crêpes, ah oui, mais c'est pas clair, vous ne rappelez pas très bien comment il faut faire, mais quand vous avez fait des crêpes tous les mercredis pendant 2 mois, eh bien, à la fin, c'est passé dans votre mémoire à long terme et vous n'avez plus besoin de regarder la recette. Donc, ce sentier, quand vous êtes passé plusieurs fois par le même endroit, eh bien, c'est passé dans la mémoire à long terme. On n'a plus besoin d'avoir à faire d'efforts pour se rappeler. D'accord? Comment on procède-nous dans Forminal? Eh bien, nous avons 2 modalités. Donc, comme je vous le disais avant, notre grand défi, c'était comment faire pour aider les enseignants et surtout aider les apprenants à mémoriser sans les ennuyer. D'accord? Donc, il y a un système de mémorisation individuelle et un système de mémorisation collective. Mais avant ça, nous allons voir les étapes de la mémorisation. Donc là, nous allons demander à Nicolas d'ouvrir le Menti et vous avez 3 options. Donc, il faut choisir soit la A, soit la B ou soit la C. D'accord. On arrive. Alors, encodage, stockage, restitution gagne par rapport aux 2 autres. Encodage, On va peut-être laisser le temps de se connecter et de pour le cliquer sur moment, la réponse. alors que ce soit celle qui gagne, ça ne veut pas dire que ce soit la réponse juste. Hein. Il y a à peu près un quart des personnes qui ont voté. On va laisser un petit peu plus de temps. Vous avez en haut de l'écran, vous avez les informations pour vous connecter. Sinon, vous pouvez flasher le QR code que je vais vous montrer juste une seconde pour que vous puissiez le flasher.
Voilà. Ceux qui auraient un smartphone à portée de main peuvent scanner le code et puis voter. Voilà, je crois, Fabienne, que les résultats sont assez clairs. Oui, même si les personnes qui restent, qui n'ont pas encore voté, bon, ils vont être très influencés, je pense, par la réponse A. Donc, je reprends la main, Nicolas. Oui, Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? rien du tout, juste une seconde. OK. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, la réponse correcte est en fait l'encodage, le stockage et la restitution, ou le rappel, la récupération, en anglais le retrieval. Donc, vous pouvez le voir appeler de toutes ces manières possibles dans les textes qui parlent de la mémorisation. On va voir en quoi consiste l'encodage. Donc, c'est le traitement de mise en mémoire des informations reçues à travers nos sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, etc. Et il vise à donner un sens à la chose à remémorer. Donc, qu'avons-nous fait, nous, pour permettre aux élèves d'encoder dans Formidable? Eh bien, on a utilisé la démarche de conceptualisation. Donc, on va revenir sur cette démarche-là avec des exemples concrets. Et après, je vous parlerai du stockage et de la restitution. Donc, dans Formidable, d'abord, pour que vous compreniez d'où j'extrais les exemples que je vais vous montrer concrètement de chaque rubrique de Formidable, je vous présente ça en une seconde. Voici les couvertures des 3 niveaux de Formidable. Ensuite, vous avez les couvertures des petits livrets vidéo plus, où vous trouverez plus de 80 vidéos, plus d'autres activités. Vous avez aussi le Formidable pour tous, pour les élèves avec des besoins éducatifs spécifiques, et la grammaire intégrale, dont je vais vous reparler aussi après, parce que je vais prendre un exemple seulement de cette... Donc, comment ça se passe dans Formidable? Après, j'imagine que Nicolas va vous en reparler un peu plus en détail. Mais nous avons des documents déclencheurs sur 2 doubles pages. C'est ce qu'on appelle les pages leçons, d'accord? Donc, à partir de ces 2 documents déclencheurs, nous allons voir un premier abord des contenus qui vont être exploités, qui vont être découverts dans l'unité. Donc, on a ici un document oral, d'accord, qui est un dialogue, avec des questions de compréhension globale, là on n'a rien inventé, puis des questions de compréhension plus détaillées qui permettent de découvrir les contenus grâce à la conceptualisation. Donc, il y a des petites boxes ici, lexicales, communicatives ou grammaticales. Donc, celles qui sont en bleu, ce sont les grammaticales, celles qui sont en orange, ce sont les lexicales, et celles qui sont en rose, ce sont les communicatives. D'accord? À la fin, donc là, c'est un autre document, d'accord? Cette fois, c'est un document écrit. Et à la fin de cette double page, on a toujours l'activité de production collaborative. D'accord? Je vous montre un autre exemple et après, on regarde dans le détail comment se passe cette conceptualisation. Là, c'est une autre double page, d'accord? Donc ici, on a un document écrit cette fois et là, on a un document vidéo. Donc, dans le niveau 1, on a toujours 4 documents. On a 2 pages de leçon, 4 documents. Et à partir du niveau 2, on a toujours 4 pages de leçon, mais on a 3 documents, car les documents, comme vous le voyez ici, sont un peu plus longs et donc ils prennent plus d'espace sur la page. Donc, on va voir avec cette page-là comment on a procédé en ce qui concerne la conceptualisation. Donc, on a un document déclencheur qui est un texte de source authentique, d'accord? Vous pouvez regarder sur Mes souliers et vous avez une page qui parle des voyages et qui propose une bucket list. Une bucket list, c'est une liste d'endroits où on rêve d'aller, d'accord? Donc, que veut-on faire découvrir ici aux élèves? Les continents qu'ils ne connaissent pas encore, quelques pays, ils connaissent déjà d'autres pays du niveau 1, mais là, on est à la fin du niveau 2 et on leur donne de nouveaux pays. Les prépositions devant les noms de villes et de pays, qui est une chose, à mon avis, très complexe en français. Je ne sais pas si en italien c'est aussi difficile, mais en français c'est assez complexe. Puis du vocabulaire sur les paysages, sur les monuments,
le pronom on, d'autres valeurs du pronom on, parce qu'ils connaissent déjà on dans le sens de nous, et le pronom complément de lieu i. Donc, on va voir comment on a procédé pour les prépositions devant les noms de villes et de pays. D'accord? Donc, voilà ce qu'on veut faire comprendre, découvrir aux élèves. Comment a-t-on procédé? On leur pose une question. Trouve dans la bucket list, c'est une partie du document déclencheur, un pays d'Europe, un pays d'Amérique du Sud, un pays d'Afrique et 2 pays d'Asie. Alors, ils ont déjà fait des activités avant pour découvrir les continents et les pays. Ils voient ici des pays, le Cambodge, le Chili, le Danemark, l'Égypte, l'Espagne, la France, les Philippines, la Suède, qui sont les pays qui apparaissent dans notre document déclencheur. Donc, on leur dit, trouve un pays d'Europe. Alors, il va dire, bah, c'est la France. Hein, c'est la France qu'on a ici. Ils connaissent déjà la France du niveau 1, mais là, on leur rappelle, d'accord, la France. Il tient, bizarre, ici, c'est je rêve d'aller en France. Mais là, il faut que je réponde la France. Donc, je rêve d'aller, ça va être avec ces prépositions-là. Première étape, l'élève, pour répondre à cette question-là, il doit répondre avec des articles, mais dans le document qu'il découvre, il n'a pas des articles, il a des prépositions. D'accord? Donc, première hypothèse qui se passe dans sa tête. Donc ça, c'est une démarche de découverte heuristique. On ne dit pas aux élèves que la préposition A, ça va avec le nom de ville, en, ça va avec les continents, les noms de pays féminins, O avec les noms de pays masculins, O avec les noms de pays pluriels. On le laisse découvrir aux élèves, d'accord? Et on sait qu'une chose qu'on va découvrir par soi-même, on va avoir beaucoup plus de facilité pour la faire passer dans sa mémoire à long terme qu'une chose qui est expliquée avec une règle de grammaire, par exemple. Donc là, il y a une recherche, les élèves se posent des interrogations, nous, on propose des questionnements pour obliger les élèves à découvrir les choses qu'on veut leur faire découvrir. Ils formulent des hypothèses et ils font des inférences, c'est-à-dire qu'ils utilisent des choses qu'ils connaissent déjà avant pour comprendre de nouvelles choses que l'on souhaite leur faire découvrir ici. D'accord? Donc là, c'était notre double page. On a fait cette activité-là où les élèves ont découvert les prépositions avec pour le lieu où l'on va, où l'on est. On fait une activité de réemploi tout de suite après. Et là, maintenant, on va leur faire encore une autre activité de réemploi où on leur dit, voilà, relis la bucket list et légende les photos. Donc, on leur donne un exemple, c'est un désert, c'est au Chili. Ils doivent réutiliser les mots qu'ils trouvent dans les box ici qui apparaissent dans les documents, mais ici, ils doivent, eux, maintenant réemployer avec la bonne préposition qu'ils commencent déjà à manipuler et à comprendre comment elle fonctionne, d'accord? Donc là, il va dire, c'est un désert, c'est au Chili. Ça, il ne va pas le dire parce qu'on lui donne. Là, il va dire, c'est un volcan. C'était où le volcan? Aux Philippines. C'est aux Philippines. Là, c'est un château. C'était où le château? C'était à Tours. C'était en France. D'accord? Donc, il va réutiliser du nouveau vocabulaire, plus ce qu'il a vu avant, les prépositions. Donc, il va déjà commencer à manipuler les énoncés. Donc là, on était dans la phase d'encodage, d'accord? On lui fait découvrir des contenus. Là, j'ai pris seulement un exemple avec des prépositions. Maintenant, on va voir ce qui se passe au niveau du stockage. Donc, le stockage, qu'est-ce que c'est? C'est la phase de consolidation. C'est une fois que l'information a été perçue, comprise, mise en mémoire, on commence à la mettre en mémoire, ce qui ne veut pas dire qu'on l'a acquise, d'accord? Il faut pouvoir la stocker, c'est-à-dire la faire durer dans le temps. Et comment va-t-on la faire durer dans le temps? C'est grâce au réemploi, aux répétitions, aux systématisations. Et comment on procède dans Formidable? Eh bien, avec toutes ces choses qu'on va voir ici. Carte mentale, tableau de grammaire, activité d'entraînement, etc. Donc, nos fameuses cartes mentales dans Formidable, dont on est très orgueilleux, n'est-ce pas? Très fier. C'est sur une double page. Ça arrive donc après les pages de leçons. Et là, l'élève a tout le vocabulaire de manière très visuelle de tout ce qu'il est censé acquérir pendant cette unité du point de vue lexical et communicatif. D'accord? En plus, c'est enregistré, donc il peut le réécouter à la maison, le pratiquer, le prononcer, etc. À la suite de cette carte mentale, on a des activités qui continuent à la page suivante. D'accord? Voilà un autre exemple d'autres cartes mentales. Les tableaux synthétiques, donc ça c'est en ce qui concerne le lexique et la communication. En ce qui concerne la grammaire, vous verrez que pour mémoriser les règles,
ils les ont découvertes donc, dans les pages déclencheurs des documents authentiques ou de sources authentiques. Maintenant, on leur donne la règle, d'accord? Et on a utilisé beaucoup de couleurs. Alors, on n'a pas été très original, le bleu pour le masculin, le rose pour le féminin, le violet pour le masculin féminin et le vert pour le pluriel, d'accord? Donc, des tableaux sans métalangage, très visuels, où les élèves vont faire une photographie de la règle, d'accord? Pour expliquer, par exemple, le pronom de complément de lieu I, avec 2 phrases et une flèche et des couleurs, c'est suffisant. On parle 2000 langues différentes en avis, on y parle 2000 langues différentes. On comprend ce que remplace qui. Pareil avec les compléments d'objet direct, indirect, etc. D'accord? Donc, des tableaux très synthétiques. Ces tableaux, on peut faire aussi le système des couleurs avec la conjugaison, d'accord? Donc là, ce n'est pas un système de base de conjugaison. Là, on voit qu'il y a 3 couleurs, donc 3 prononciations. Prends, 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 prenne, prenne, prenne. D'accord? Donc, avec ce système de couleurs, l'élève a plus de facilité après à se rappeler la conjugaison. Dans le petit livret dont je vous parlais avant de grammaire intégrale, c'est pareil. On a repris les tableaux synthétiques. On propose encore d'autres activités à l'élève, mais ça, c'est sur un livret à part. C'est en plus, disons. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de donner des stratégies à nos élèves pour qu'ils arrivent à bien mémoriser. Donc, par exemple, dans la stratégie 10, on dit à nos élèves, apprends à bien mémoriser la grammaire et les conjugaisons. Donc, je vais passer un peu rapidement sur les premières activités, mais je vais les voir un peu quand même en détail. La méthode 1 plus 1 plus 1, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est réviser un jour après la première explication, une semaine, un mois. C'est pour illustrer cette fameuse courbe de l'oubli et de la mémorisation, on appelle aussi la courbe d'Ebbinghaus, où on fait comprendre aux élèves que s'ils ont à mémoriser, les réactivations répétées sont fondamentales dans la mémorisation. Par exemple, une information qui n'a pas été répétée au bout de 6 mois, on se rappelle à peu près 2% de l'information, alors que si on répète de manière, ça s'appelle la mémorisation, c'est pareil je crois, de manière à plusieurs reprises de cette même information, eh bien au bout de 6 mois, on arrive à 99% de l'information stockée dans la mémoire à long terme. Donc ça, c'est pour faire comprendre aux élèves que les répétitions sont fondamentales. Une autre manière aussi, c'est de leur faire verbaliser les méthodes qu'ils utilisent pour mémoriser et aussi de les faire échanger avec les camarades, comme je le disais avant, pour que chacun s'approprie des méthodes. Donc là, on le fait verbaliser. Quelle méthode tu utilises pour mémoriser? Écris 2 méthodes. Et après, on va lui proposer d'autres méthodes et il doit dire celle qu'il veut, celle qu'il souhaite essayer. Donc, par exemple, fabriquer un jeu de loi et de jouer avec les camarades. On sait que le fait de manipuler, d'être actif, d'accord, ça aide aussi à la mémorisation. Là, je vous rappelle aussi que dans les fiches de stratégie, on réemploie tous les contenus qu'on a vus dans l'unité. Donc là, on avait beaucoup de conjugaisons de verbes différents. Donc là, on propose de faire un jeu de loi. Et donc, l'élève qui fabrique le jeu de loi, il réfléchit déjà aux solutions. Et en faisant ça pour un autre groupe, il est déjà lui-même en train de réviser, d'accord? Une autre activité, c'est de fabriquer des jouets et de jouer. Alors ça, on utilise beaucoup dans Formidable, le fait de jouer avec les conjugaisons. On propose un schéma de comment fabriquer un cube à l'élève. Donc le cube avec les pronoms, il pourra le conserver, le garder toute l'année. Et il n'aura à refaire que le cube avec les verbes qu'il voudra pratiquer. Jouer la balle avec des camarades, par exemple pour les conjugaisons, d'accord, le fait de bouger. On sait que pour les kinesthésiques, c'est très important de bouger en même temps qu'ils apprennent. Donc ça, c'est aussi une autre possibilité, bouger pendant qu'on mémorise. Une autre fiche de stratégie, c'est aussi sur le vocabulaire et les conjugaisons. Donc là, on propose à l'élève d'indiquer avec une croix les techniques qu'il connaît et d'entourer celles qu'ils utilisent. Et après, on va lui demander de souligner celles qu'il ne connaissait pas, mais qu'il aimerait utiliser. Voilà. Donc, la technique des flashcards. Pour moi, dans mon apprentissage de différentes langues étrangères que j'ai étudiées, ça a été une des méthodes que j'ai préférées. Et ça, c'est très personnel, les stratégies. Donc, ce que nous devons faire comme enseignants, c'est offrir aux élèves un grand éventail et chaque élève choisit la stratégie qu'il préfère ou qui s'accommode le mieux à sa manière d'apprendre.
Les flashcards, c'est très utile parce qu'on peut, sur une face, écrire un mot en français, sur l'autre face, faire un dessin, réutiliser le mot dans une phrase, mettre la traduction, mettre la prononciation. On peut faire ça avec du lexique, avec de la communication. On peut faire ça avec de la grammaire. Donc, les flashcards, il y a 1000 manières différentes de les utiliser. Les cartes mentales, nous proposons dans notre double page de cartes mentales, mais bien sûr, on ne peut pas les développer autant qu'on aurait voulu le faire par manque de place. Donc là, on apprend aux élèves comment fabriquer des cartes mentales, les rendre plus précises et de les faire soi-même pour se les approprier. D'accord? Une autre technique, faire des cartes mentales. Utiliser des codes couleurs, comme je vous ai montré avant, avec la conjugaison. Faire de la taxonomie, d'accord, de mettre dans des tableaux organisés, ordonner des mots. Moi aussi, c'est une technique que j'utilise souvent quand je dois mémoriser. C'est une des propositions à faire aux élèves. Se déplacer, mimer pendant que l'on apprend, que l'on verbalise, se créer des images mentales, expliquer le cours à une autre personne, à son père, à sa mère, même s'ils ne comprennent pas le français, ça ne fait rien. Le fait de verbaliser, ça nous aide aussi à faire passer dans la mémoire à long terme. D'accord? Donc, toutes ces techniques, on va les proposer aux élèves et après, ils vont mettre en commun, ils vont en proposer aussi eux d'autres et chacun s'approprie les techniques et les stratégies qui leur conviennent le mieux. Donc, une chose, avant de passer à la partie suivante, une petite mise au point, on oublie vite tout ce qui n'est pas soutenu par l'attention et la concentration. On a vu que c'était les piliers de l'apprentissage. L'intérêt et la motivation, on doit comprendre pourquoi on fait quelque chose, ça doit avoir du sens, ça doit nous impliquer, on doit comprendre ce qu'on va faire de cette chose-là, par exemple, en dehors de la classe, d'accord? Et on sait aussi que la répétition, le remploi, la systématisation et la production, c'est-à-dire que tout ce qui ne débouche pas sur l'action est voué à l'oubli, d'accord? Et c'est pour ça que maintenant, on parle d'approche actionnelle, parce qu'on s'est rendu compte qu'on oublie si on ne pratique pas, on doit faire pour agir. La dernière parenthèse, avant de passer, je vous promets que c'est la dernière parenthèse, avant de passer à la partie suivante, c'est une petite parenthèse sur les neurones miroirs. Alors, les neurones miroirs, ils ont été découverts par des Italiens, des chercheurs italiens, par l'équipe de Giacomo Rizzolatti de Parme, et il a découvert, en regardant ce qui se passait dans le cerveau des singes, qu'il y a des neurones miroirs, qui sont des neurones moteurs, qui présentent une activité lorsqu'un individu exécute une action, par exemple lorsqu'un singe prend une cacahuète, d'accord? Lorsque ce singe observe un autre individu prendre la cacahuète sans même lui bouger, d'accord? Le singe ne bouge pas, mais dans son cerveau, il y a une partie qui s'active en regardant l'autre faire. Ou lorsque le singe ou la personne, parce qu'après on a fait l'expérience dans les années, ça date des années 1990 et après dans les années 2010-2011, on a fait aussi l'expérience avec des humains, on s'est rendu compte qu'il se passait la même chose. Lorsque quelqu'un imagine qu'il fait une action, une partie motrice de son cerveau s'active. Donc ça, c'est important pour nous comme enseignants, parce que dans l'apprentissage collaboratif et collectif, tout ce qui va concerner les interactions, etc., les élèves entre pairs, quand ils vont agir, interagir avec d'autres élèves, ils vont activer aussi certaines parties de leur cerveau, d'accord? Et donc, c'est très important, le fait de médier. On va revenir après à la médiation et on va voir que ça peut avoir une influence très positive sur l'apprentissage. Donc, là, on avait on avait une page formidable où on voyait les états d'âme, d'accord? On a vu le document, on a fait découvrir grâce à la conceptualisation des expressions pour exprimer des états d'âme. On retrouve cette box dans notre carte mentale où il y a aussi les boxes communicatives, d'accord? Et tout de suite, on va dire aux élèves, voilà, par deux, tu vas mimer un état d'âme. Donc, mimer dans Formidable, c'est une des activités qu'on retrouve très souvent. Ça fait penser aussi un peu aux neurones miroirs dont je vous ai parlé. Donc, un élève mime un état d'âme et l'autre, le camarade, doit deviner. Donc, par exemple, tu n'es pas contente. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on aurait pu, on voit notre carte mentale avec la box exprimer des états d'âme. On aurait pu leur demander de faire des exercices structuraux, classiques, où ils doivent associer je ne sais quoi. Non, là, tout de suite, on les fait interagir, d'accord? Et on leur fait réemployer
ce qu'ils viennent de voir. On peut faire ça aussi avec de la grammaire. Mimer, c'est pas seulement pour le vocabulaire, d'accord? Par exemple, ici, on voyait le présent continu. On mime, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ben, tu es en train de prendre le bus, d'accord? Donc, on peut mimer tout, aussi bien du lexique, la communication que de la grammaire. On a vu, par exemple, les objets. Ça, c'est dans l'unité 1 du niveau 1, d'accord? On demande aux élèves, en groupe, fais une liste ouverte d'objets et on va utiliser ici la technique de la valise sans fond. Je ne sais plus si c'était De Bizère dans les années 80 qui avait trouvé ce mot pour la valise sans fond, mais je suis sûre que vous l'utilisez avec vos élèves dans vos classes. C'est l'activité typique, mais à mon avis très utile pour faire verbaliser, pour que les élèves s'accommodent à la prononciation. On est dans l'unité 1 du niveau 1. Donc ici, la valise sans fond, ça consiste toujours à ce que des élèves placés en groupe ajoutent un élément à ce qu'a dit l'élève précédent. Donc voici une trottinette et des baskets, voici une trottinette et des baskets et un casque audio. Donc les élèves réutilisent le vocabulaire qu'ils ont vu en faisant attention et concentration de ne pas répéter un mot qui a été dit. Et on peut faire aussi ça de manière compétitive, voir quel groupe de 3 à 4 élèves replace dans le cercle le plus de mots possible. Donc tout de suite, on fait produire les élèves et pour ne pas les lasser, on change les types d'activités. On varie les types d'activités. Alors, pourquoi on fait tout de suite produire les élèves? Parce qu'on se rend compte, avec les méthodes qu'on utilisait avant, il y a quelques années, au bout de l'année, nos élèves ont parlé environ 3 minutes dans l'année. D'accord? Là, nos élèves parlent environ 20 minutes par cours. D'accord? Donc, on multiplie de manière exponentielle le temps de parole des élèves. On a vu les continents et les pays, d'accord? Donc, on a une activité typique de discrimination auditive où les élèves doivent dire s'ils entendent un continent, un pays ou une ville. Alors là aussi, c'est pareil. On aurait pu dire aux élèves, voilà, coche, tu entends un pays, une ville, un non. Là, on dit aux élèves de fabriquer des pancartes, d'accord, qui vont lever. Donc, il y a déjà l'action, le mouvement, après un stimulus audio, ils doivent réagir en faisant un mouvement. Mais l'activité qui m'intéresse, c'est la suivante. Tout de suite, activité 2 en groupe. Devinette, vrai, faux. D'accord? Dis le nom d'une ville. Alors, par exemple, un élève dit nom de Ben et tes camarades de ville, le continent et le pays correspondant. L'Asie, le Cambodge. Donc, on réutilise, ici, ce qui est intéressant à réutiliser, c'est l'Asie, on vient de voir les continents, et le Cambodge, qui est le pays, d'accord? Les élèves peuvent aussi compléter la carte mentale qu'ils ont dans leur livre avec d'autres pays qu'ils veulent apprendre à savoir dire, d'accord? Mais tout de suite, on les fait parler, d'accord? Ils ont à faire quelque chose avec le vocabulaire qu'ils viennent de voir juste avant. On peut faire ça aussi avec la grammaire et les verbes. La grammaire et les verbes, et plus concrètement, les prépositions qu'on a vues avant. Par exemple, ici, l'activité, c'est qu'on propose aux élèves un tableau d'aéroport, d'accord, avec les arrivées et les départs, et on leur dit par deux, observe ces horaires d'avion et fais une phrase comme dans l'exemple. Ton camarade dit l'horaire. Alors, par exemple, un des camarades dit, ce vol arrive du Danemark. Il doit poser une devinette à son camarade pour lui faire deviner l'horaire à laquelle ce vol arrive. Donc, l'élève qui produit la phrase « ce vol arrive du Danemark », il doit avoir compris comment fonctionne le tableau qu'ils ont déjà vu grâce au document des pencheurs, ici grâce au tableau synthétique, comment fonctionnent les prépositions en français. Le camarade va dire le vol de 9h35. Bon, bien sûr, avant, on aura révisé que Stockholm, c'est la capitale de la Suède, New York, c'est la capitale des États-Unis, etc. Mais avec ces petites phrases-là, ce vol arrive du Danemark, les élèves réutilisent de manière authentique, d'accord? Ils auraient pu être dans un aéroport à l'étranger, dans un pays francophone et avoir à produire ces phrases-là. Donc, les élèves réutilisent en contexte les règles qu'ils viennent de dire. Tout de suite, activité 1, d'accord? Ce vol va au Chili, le vol de 9h30. Après, bien sûr, on a des exercices structuraux d'entraînement typiques, d'accord? Mais activité 4, on a un exercice d'association et après, on va passer à l'activité 5 qui va être en groupe, le jeu de la géographie, encore des devinettes. Pose une devinette comme dans l'exemple,
ton camarade, le ou la plus rapide, marque un point. Donc là aussi, il y a l'émulation, la compétition. C'est un pays d'Europe, il se trouve au nord de la France et au sud des Pays-Bas, la Belgique. Mais celui qui m'intéresse, c'est l'activité 4. Celle qui m'intéresse, c'est l'activité 4. Donc, un élève dit un début de phrase. Nicolas, prépare-toi parce que je vais te solliciter. Donc, on propose ce début de phrase-là. C'est bon, je suis prêt. Pas encore. Ton camarade complète avec un pays de la liste et plusieurs réponses possibles, d'accord? Donc là aussi, on aurait pu proposer à l'élève on aurait pu enlever la partie de la consigne et dire associe les items A à H au mot proposé. Ça aurait pu être possible, mais l'effort qu'on a fait avec Céline, c'est d'essayer de trouver au maximum d'activités. Toujours, est-ce qu'il y a un équilibre, comme je vous disais, entre exercices de production et exercices structuraux d'entraînement, mais de proposer au maximum des activités qui fassent parler, qui fassent agir l'élève. Donc, on va jouer nous aussi. Je vais vous proposer une phrase et avec le code QR que je vous laisse le temps de photographier, vous allez me dire quelles sont les réponses correctes. Alors, vous ne savez pas encore quelle phrase je vais vous proposer parmi les 8 qu'il y a ici. Quand tu peux, Nicolas, on connecte menti.com. Alors, la phrase que je vous propose, j'espère que tout le monde a pu se connecter, c'est « on revient ». Alors là, ce qui serait intéressant, c'est de voir qui va donner la réponse le plus rapidement possible. Mais je crois que ce n'est pas possible. On revient de. Mais si les gens donnent déjà les réponses possibles, alors ma phrase que je choisis, c'est « on revient de ». Et vous devez dire toutes les possibilités possibles, toutes les réponses possibles parmi les 8 proposées dans les étiquettes bleues. Alors, il y a des gens qui sont hyper rapides. Alors, c'est 2, hein, si vous regardez la phrase C, c'est 2, c'est pas D apostrophe. Donc, Athènes, ça ne marche pas. Uruguay non plus, ça ne marche pas parce que c'est pas D apostrophe, c'est 2. Donc, on voit une majorité de 1, on revient de New York. États-Unis, ça ne marche pas parce que ça serait des apostrophes. Suède, c'est possible, on revient de Suède. Uruguay, ce n'est pas possible parce que ça serait des apostrophes. Mexique, ce n'est pas possible parce que même si ça finit par un E, ce n'est pas un pays féminin. Ça, les élèves le voient dans la règle de grammaire. Athènes, ce n'est pas possible parce que ça commence par une voyelle, ça serait des apostrophes. Amérique du Nord pour la même raison, et 2 Paris, oui. Donc, les réponses correctes étaient la 1, la 3 et la 8. D'accord? Donc, voilà, pour vous montrer un type d'activité que l'on propose aux élèves qui aurait pu être, je vais reprendre la main, Nicolas. Bien sûr. Donc, c'est une activité qui aurait pu être totalement classique, d'accord? Mais là, on le fait faire à 2 par les élèves. Alors, l'intérêt, vous allez me dire, oui, mais là, on a vu qu'il y avait des réponses qui n'étaient pas correctes. Peut-être que les élèves aussi ne vont pas répondre de manière correcte. Alors là, il y a un changement dans le rôle et dans le statut de l'enseignant et de l'apprenant. Notre rôle à nous, enseignants, ici, c'est d'intervenir seulement si on voit qu'une erreur est très grave ou très récurrente, d'accord? Mais moi, ce que je fais avec mes élèves quand je fais ce type d'activité, c'est que j'essaie de ne pas les interrompre le moins possible. Je circule dans les groupes et si je vois qu'une même erreur est faite par plusieurs groupes, je prends note et à la fin, je fais une remédiation avec toute la classe, d'accord? L'erreur fait partie de l'apprentissage. Ça, c'est clair pour tout le monde maintenant. C'est clair que nos élèves qui vont parler en petits groupes de 2, 3 ou 4 vont commettre beaucoup plus d'erreurs que s'ils parlaient devant la classe où ils seraient corrigés par l'enseignant tout de suite après. Mais quand on pense au temps où les élèves vont parler quand ils font ça et où ils parlent normalement quand ils s'adressent à la classe, il n'y a pas de doute, quoi. Moi, je préfère que mes élèves aient 10 000 fois plus l'occasion de parler et qu'ils commettent
3% d'erreur de plus que le contraire, d'accord? Donc, il faut être un peu plus permissif avec les erreurs, d'accord? Là, en plus, on n'est pas dans une phase, on est dans une phase de réemploi, on est en train de systématiser. Après, on aura les évaluations, etc., pour voir si ils n'ont pas surgénéralisé, s'ils n'ont pas fossilisé de mauvaises règles, d'accord? Mais là, on est dans l'entraînement encore. Donc, c'est là où on peut corriger et s'il y a une erreur, pas de problème. Pour un autre type d'activité qu'on propose de faire à nos élèves, par exemple, c'est qu'on dit choisis une expression dans une des listes suivantes, d'accord? Donc, un élève dit par exemple dans 2 semaines. Et l'autre élève doit trouver l'expression équivalente dans l'autre liste. Donc, il doit chercher dans 2 semaines. Donc, les exemples sont barrés ici parce que ce sont les exemples que l'on donne, d'accord? Et si par exemple c'est dans 4 semaines, ça sera dans 1 mois. Et l'élève peut choisir dans n'importe quelle liste et l'autre doit être attentif parce qu'il doit trouver l'expression équivalente. Donc là, c'est pareil. On aurait pu proposer cet exercice sur 2 colonnes et relis. Non, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose à l'élève de verbaliser, de prononcer et que l'autre élève réagisse et aussi qu'ils se corrigent tous les deux, d'accord? Il y a toujours une co-correction qui est proposée à être faite. Un autre exemple, par exemple, observe la photo et fais des phrases comme dans l'exemple. Le bureau est à côté du lit, donc là, on propose aux élèves de faire des devinettes. On aurait pu donner une liste de phrases aux élèves et dire quelles phrases sont correctes. Non, on change le type d'activité, on place les élèves par 2 et on leur dit à eux de proposer les devinettes. Donc, pour pouvoir proposer les devinettes, il faut déjà qu'ils voient comment fonctionne la règle, d'accord, à côté du lit. Et le camarade doit donc dire si c'est vrai ou si c'est faux. Pour que ce soit un peu plus compétitif, on peut le faire par groupe et que c'est le premier qui donne la réponse juste qui marque un point, par exemple. Ça, c'est à vous après. Donc, on peut faire ça avec tout, avec le lexique, avec la communication, avec la grammaire. Là, par exemple, pour le futur simple, on a des exercices typiques, d'accord, structuraux. Là, on propose 2 options et c'est à l'élève de choisir quelle est l'option correcte parce qu'on est en train de le sensibiliser avec les terminaisons du futur. Là, c'est un peu plus complexe parce que c'est à lui d'écrire la terminaison du futur. Là, on lui propose encore un exercice typique de retrouver les radicaux irréguliers, d'accord? Le futur est quand même un point assez difficile à traiter en français. Donc là, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'activités différentes parce que ça nécessite un plus grand effort de la part des élèves. Mais là, tout de suite, on passe à un exercice d'association, dis un pronom et choisis un numéro entre 1 et 9. Ton camarade conjugue le verbe correspondant au futur. Donc l'un dit un pronom, dit un numéro, par exemple, tu, numéro 2, et donc l'autre élève doit réagir et dire tu descendras, d'accord? On aurait pu aussi proposer un exercice où l'élève, on lui donnait seulement tu, parenthèse, descendre, et il devait écrire tu descendras. Mais là, c'est interactif, c'est plus actif, etc. Il y a encore, je vous répète, des exercices typiques. Là, c'est un peu compliqué parce qu'il faut qu'il mette le verbe dans la bonne phrase et qu'il le conjugue au futur. Et aussi, il y a toutes les activités sur le cahier. Ça, ce sont les activités du cahier. Donc, quels sont les avantages de faire ces réemplois et ces systématisations de manière collaborative? Eh bien, c'est que d'abord, les modalités sont variées. On fait ça à 2, après on passe à 3, après en groupe, après en cercle. Ça rompt la monotonie parce qu'on sait que ce qui est répétitif ne capte plus notre attention. Le fait que ce soit par petits groupes, ça aide les élèves qui sont bloqués quand ils doivent s'exprimer devant la classe à être moins à se désinhiber, disons. Ça multiplie les prises de parole de la part des apprenants. Ça serait intéressant de voir combien de temps parlent nos apprenants maintenant et combien de temps ils parlaient il y a 5-10 ans, d'accord? Ça donne donc un rôle plus actif aux élèves. Tout ce qui ne bouge pas sur l'action, on a tendance à l'oublier. Et ça efface aussi un peu notre place d'enseignant, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a plus rien à faire. Hein. On a à écouter, à être attentif à ce qui se passe dans les sous-groupes, à faire les remédiations après à la fin des activités. Et là aussi, le fait que les élèves deviennent des médiateurs de leurs pairs ou de leurs camarades, ça les oblige à se co-corriger entre groupes. C'est je t'explique, tu m'expliques, je te corrige, tu me corriges. D'accord? Là, on a presque fini.
on est à la troisième phase qui est la restitution. Donc là, c'est le processus mental qui permet à une information apprise, répétée à sa satiété d'être extraite de la mémoire. Donc on réactive les circuits nerveux. En fait, on ne sait pas vraiment comment on fait pour les réactiver, mais on les réactive grâce au passage répété de l'influx nerveux, grâce aux répétitions. Comment avons-nous fait dans Formidable? Nous avons proposé, je vais vous montrer seulement 2 activités. Des activités de production orale et écrite, individuelles et ou collaboratives, et ces fameux stages collaboratifs. Alors, par exemple, comme activité de production que l'on a dans le cahier, ici, on avait une activité sur l'amitié où on demandait de replacer les mots à la bonne place. Et après, en activité D, on dit écris une présentation de ton ou ta meilleure amie sur le même modèle. Donc là, c'est une activité de production où on suppose que les élèves ont déjà systématisé les contenus qu'ils ont vus avant. Et nos fameux stages collaboratifs. Alors en fait, je finis, c'est ma dernière diapositive, je finis là-dessus, mais j'aurais peut-être dû commencer par là. Parce que pour donner du sens à tous les contenus que nos élèves vont devoir assimiler, on devrait peut-être montrer la tâche finale qu'on attend des élèves au début de l'unité pour dire voilà, on va faire ça dans une semaine, dans 10 jours. Pour ce faire, vous devez avoir acquis ou être en train d'acquérir tous les contenus qu'on va avoir avant. Donc, par exemple, ici, la tâche, c'est faisons la liste de nos tâches ménagères. C'est un espèce de défi dans la classe pour savoir quel est le groupe zéro défaut. D'accord? On a vu des documents qui parlent de ça. Donc, on demande aux élèves, tu as fait quelle tâche ménagère la semaine dernière? Fais la liste. Donc, ça, il le fait de manière individuelle. En groupe, échangez, puis faites un tableau commun. Donc là, les élèves doivent réutiliser tout ce qu'ils ont, pratiquement tout ce qu'ils ont vu dans la double page la semaine dernière, c'est-à-dire situer un événement dans le temps. J'ai vidé, on a vu le passé composé. Le lave-vaisselle, on a vu les tâches ménagères. Et après, ils doivent présenter leur tableau, donc faire le compte de chaque activité faite, chaque tâche ménagère faite par tous les élèves du groupe. Un porte-parole dit les résultats à la classe et le groupe vote pour la classe entière vote pour le groupe zéro défaut. Alors, ce qui est important aussi dans nos tâches, c'est que lorsque les groupes passent pour donner leurs résultats, les autres groupes ne sont pas de simples spectateurs passifs. Ils ont toujours quelque chose à faire. Ici, ils doivent être attentifs. Bon, on peut faire ça au tableau aussi, on peut marquer le nombre de tâches ménagères effectuées par tous les groupes, mais ils doivent être attentifs à ce qui se dit dans les autres groupes pour pouvoir à la fin choisir le groupe zéro défaut, pour pouvoir voter, d'accord? Je vous montre une autre tâche, par exemple, ici, c'est l'élection des éco-délégués. Donc, on dit par 2, imaginez des actions écologiques à faire au collège. Donc, ils ont vu des actions écologiques, ils réutilisent le vocabulaire vu. Première action, organiser le tri des déchets. Nous allons fabriquer des poubelles de tri. Donc là, c'était l'unité où on voyait le futur proche, par exemple. Rédigez votre programme d'éco-délégué et présentez-le à la classe. Donc là, le groupe, chaque paire d'élèves présente son programme à la classe. Et pourquoi ne pas voter dans la classe de vrais éco-délégués? Si ça n'existe pas en Italie, c'est peut-être le moment de le faire ici, de voter pour les éco-délégués. La classe vote à la fin. D'accord? Donc, moi, j'en ai fini avec ma présentation. J'imagine que vous avez sûrement des questions. Nicolas va en profiter pour vous présenter très succinctement la collection. Et si vous voulez, pendant ce temps, vous pouvez écrire sur Menti. Je crois que Nicolas va aussi ouvrir l'application pour que vous écriviez vos questions et elles vont toutes apparaître. Et j'y réponds après l'intervention de Nicolas. Alors, je vous remercie d'avance pour votre attention parce que je sais que ça a été très dense et je vois que pratiquement tout le monde est resté, donc c'est parfait. Merci beaucoup, Fabienne, pour ton intervention qui était vraiment très, très intéressante. J'invite les participants à utiliser le même QR code que tout à l'heure ou l'adresse mail pour taper des questions auxquelles Fabienne va répondre. Et je vais profiter de cette minute, ces 2 minutes qu'on vous laisse pour taper vos questions dans l'interface, juste pour vous rappeler quels sont les éléments de cette méthode dont on a tiré tous les exemples d'aujourd'hui. Mais d'abord, je suis vraiment content de pouvoir reprendre au moins une phrase
de Fabienne que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui correspond beaucoup à ce que ce livre représente pour nous qui y avons travaillé pendant plus d'1 an pour le construire. C'est on oublie vite ceux qui ne passent pas par l'action. Ça, c'est vraiment comment dire, ce qui nous a guidés dans la construction de cette méthode. Je dis nous, car je ne suis pas un auteur, mais je fais partie de l'équipe qui a participé au projet avec Fabienne Gallon. Et vraiment, on a beaucoup travaillé en pensant justement que l'apprentissage de la langue passe uniquement et passe mieux si on pratique la langue. Et donc, c'est pour ça que c'est tout ce qui nous a guidés dans la construction du texte. Voilà. Je vous montre quelle est la composition de la méthode. C'est un peu technique, mais bon, comme vous êtes des enseignants, je pense que ça peut vous intéresser de savoir justement que la méthode est en 3 niveaux qui correspondent aux 3 années de scuola secondaria di primo grado, 1, 2, 3. Il y a aussi une édition compacte dont vous voyez les 3 volumes en bas dans le rectangle jaune. On dit compacte parce que les 3 volumes principaux sont dans un seul volume. Ensuite, les 3 volumes Vidéo Plus sont recueillis dans un seul volume qui est encarté. Et puis, nous avons aussi le volume Grammaire intégrale. Voilà, celle-ci est la composition de la méthode. À côté, quelles sont les différences entre l'édition en 3 niveaux et l'édition compacte? Très rapidement, l'édition en 3 niveaux se compose de 6 unités dans les 2 premiers niveaux et 3 unités dans le niveau 3, alors que l'édition compacte compte uniquement 12 unités, et ça fait que le niveau du cadre européen des langues qu'on peut atteindre si on complète la méthode correspond au A2.1 dans l'édition 3 niveaux, et on complète le A1 dans l'édition compacte, ce qui est requis à l'examen de terza media, à l'examen de fin du premier cycle. Ensuite, oui, quelques liens dont on va vous donner les adresses dans le PowerPoint qu'on partagera avec vous quand on vous enverra les mails dans quelques jours. Je les ouvre un après l'autre. Alors, tout d'abord, le catalogue. Nous avons 2 catalogues pour les ouvrages Hachette. Un catalogue qui est spécifique pour l'Italie, où vous pouvez voir tous les ouvrages qui sont destinés aux écoles italiennes spécifiquement. Je l'ouvre juste une minute pour vous faire voir de quoi il s'agit. Donc, les pages. Et là, on commence par formidable avec la description de la méthode, etc. Donc, catalogue pour l'Italie. Et puis, nous avons aussi un catalogue d'outils ultérieurs qu'on produit pour le monde entier, dont l'Italie aussi. Et vous pouvez voir cela aussi. Ensuite, nous avons préparé une brochure numérique qui vous permet de découvrir la méthode formidable dans tous ses aspects. Donc, voir ce que Fabienne vous a montré par petits morceaux, c'est un peu plus systématique. Vous voyez, français en action, francese in azione. C'est vraiment, on oublie vite ceux qui ne passent pas par l'action. C'est vraiment ce qui nous a guidés. Et donc, nous avons des pages. Et là, dans cette brochure numérique, vous pouvez cliquer sur des petits points verts et vous avez des explications à propos du contenu des pages qui vous sont présentées. Et à la fin, vous avez aussi bien un lien pour feuilleter la méthode en entier. Ah ben voilà des pages tirées du guide pédagogique aussi. C'est un guide imagé avec reproduction de toutes les pages de la méthode, solutions en vert et unità di apprendimento aussi pour vous permettre de développer l'apprentissage des élèves selon cette nouvelle approche. Voici pour la brochure numérique. Ensuite, par rapport aux liens dont vous pouvez disposer, vous avez un site où vous pouvez feuilleter l'ouvrage dans ses différents volumes et accéder à un choix des contenus numériques. Par exemple, là, vous avez le jeu interactif que nous avons créé pour renforcer l'apprentissage du lexique. Donc, on oublie vite ce qui ne passe pas par l'action. L'action, ça peut être aussi parfois aussi une action dans un environnement numérique. Voilà, donc un jeu interactif. Quel nombre vous entendez? Etc. Et puis, on clique sur la bonne ou mauvaise réponse. Ensuite, le dernier lien que je vous propose, c'est celui au catalogue de la maison d'édition La Scuola. La Scuola est le partenaire italien
de Hachette Fleu. Et donc, dans le site de la Scuola, lascuola.it, vous pouvez accéder à la fiche descriptive du livre. Et c'est là que vous trouvez aussi toute la description des volumes, les prix et tout ce qui peut servir pour mieux connaître cet ouvrage de façon un peu plus approfondie. Je peux repasser le micro à Fabienne. Nous avons juste une question pour l'instant, mais c'est déjà une question à laquelle on peut répondre si tu veux. Fabienne, je te repasse. Juste faire une petite parenthèse, parce que quand j'ai cité comme co-auteur Céline Levert, j'ai complètement oublié de citer les personnes qui se sont chargées de la partie civilisation, qui sont Sylvie Léger et Julien Bourreau, et donc je voudrais juste faire mention de leur nom. Donc, quelles activités performantes vous suggérez pour la didactique à distance? Eh bien, ça aussi, c'est par exemple, nos livres sont des livres numériques hein, que les élèves peuvent feuilleter à la maison. Une des suggestions qu'on pourrait faire, c'est la manière d'utiliser le livre. Il peut y avoir plusieurs parcours. Donc, on peut utiliser les fameux documents déclencheurs où les élèves découvrent les contenus en classe, puis à distance, demander de faire les activités, soit qui se trouvent dans la partie entraînement ou la partie cahier. Alterner ça, peut-être faire un autre jour les parties documents comme classe inversée, pourquoi pas. Et en plus, vous avez aussi toutes les activités sur la plateforme, les dernières activités que vous a montré Nicolas, qui peuvent être utilisées aussi comme activité numérique à faire à distance. Oui, si je peux ajouter un petit détail par rapport aux documents déclencheurs qui sont très adaptés à la didactique à distance, c'est que d'abord, dans chaque unité, il y a au moins un document qui est présenté sous forme de vidéo. Et donc, le travail ensuite, le travail d'interaction et les activités peuvent être basées sur une vidéo. Et puis ensuite, deuxième point important, tous les dialogues, vous en voyez un en haut à gauche dans la page que j'ai partagée. Tous les dialogues seront disponibles à partir de cet été en modalité karaoké, c'est-à-dire on peut sélectionner ou désélectionner les différents personnages pour faire parler les élèves à la place du personnage pour écouter. Et on peut aussi s'enregistrer lorsqu'on prononce les phrases des personnages et se réécouter pour se corriger. Il y a ce côté-là. Et puis ensuite, par rapport à la dotation vidéo dont on va enrichir le livre au cours des prochaines semaines, nous avons toutes les vidéos, des pilules vidéo de grammaire et des pilules, des vidéos de phonétique qui permettent de retravailler sur la phonétique, de reprendre les points les plus compliqués pour un locuteur italien de la prononciation du français. Donc, et en plus des jeux interactifs sur le lexique qu'on vient de voir tout à l'heure. Voilà. Et puis, c'est peut-être un peu difficile à avaler, c'est les capsules, non? Pardon? Les pilules, c'est peut-être un peu difficile à avaler, c'est les capsules, évidemment. Pardon, c'est en italien que c'est des pilules, en français, c'est des capsules. J'espère qu'on a compris. D'accord. Voilà, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ah ben, oui, un petit message, merci. Merci. C'est un retour d'un enseignant ou une enseignante qui utilise Formidable. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. Et sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut terminer le partage d'écran. Et Encore merci hein, pour votre attention et surtout pour la durée de. Montrer en grand, voilà. Bonjour, merci vraiment à tous les participants qui sont restés jusqu'au bout, et c'est pratiquement tous les enseignants qui étaient là qui sont restés jusqu'au bout. Merci pour votre attention, et ensuite vous recevrez justement deux mails, un mail avec l'attestation et un mail avec le PDF de la présentation PowerPoint et les liens que je vous ai présentés en fin de rencontre. Au revoir et à très bientôt. Merci Nicolas.